Il y en a qui disent, tu sais, Jean-Marc, toi, tu ne dois pas être nerveux pendant tout quand tu parles du monde. Ça vient tout seul. Tu es un naturel. Tabarslack. Ils savent pas le voyage de bébite qui a bebré ici d'asseoir, ça. J'ai encore un morceau du steak du Concorde poigné ici. Hein? Vraiment, c'est peut-être le plus gros challenge de ma vie, c'est asseoir. À date. Il va en avoir d'autres. Faut pas lâcher. Mais à date, c'est peut-être le plus grand. Je suis venu au mois de décembre avec Céline. Céline, c'est ma femme, on en parle de temps en temps. Céline, on est arrivé ici au mois de décembre, fait de la frette. On est arrivé en bas au bureau, puis on a dit, on veut louer le Grand Théâtre pour 2 soirs. Ils ont dit, ah oui? Faites quoi, vous? Oh, je parle! T'as beau parler, tu parles de quoi? Je parle. Ça a été très compliqué. Tu sais, quand tu dis un gars parle, tu parles pas de même à 2 personnes, mais là, tranquillement, je me suis enflammé. Ils ont dit, ouais, ça va marcher. Je suis venu il y a 2 semaines, puis ils ont dit, Jean-Marc, on veut pas te désappointer. Des fois, il y en a moins, tu sais, que. Mais ça fait rien, c'est un bon départ. J'ai dit, non, on s'énervera pas. Ils ont dit, on a même pensé, Jean-Marc, de mettre les 2 soirs dans une. Ça fera plus de monde, tu sais, ça fera moins vide. J'ai dit, ouais. Tu sais, c'est pour encourager un gars, tu sais, un gars vient à Québec, on l'encourage, on dit, on pourra fondre les groupes, t'as moins de vide. Puis j'ai dit non, peut-être, ils ont pourra couper la publicité, ça te coûtera moins cher. J'ai dit non, on va continuer. C'est fantastique, hein? Ce soir, c'est quasiment plein, 1500. Demain, c'est plein. Formidable. Incroyable. C'est vrai, hein? Formidable. Puis en fait, il y a même un autre gars qui m'a appelé la semaine dernière et il m'a dit, Jean-Marc, comment tu as de musicien dans ton orchestre? J'ai dit, pardon? Ben, il dit, oui, j'ai ton spectacle. Ben, il n'y a pas de musicien. Ah, il dit, non? Non. Il dit, qu'est-ce que tu as comme scène, tu sais? Qu'est-ce que tu veux comme scène? J'ai dit, je vais mettre des tableaux. Des tableaux. Il dit, toi, puis des tableaux, hein? Il dit, toute la soirée. Il dit, ouais, hein? Ah, lui aussi m'a encouragé. Tout ça pour vous dire que tranquillement, je commence à me réchauffer avec cette affaire-là. C'est vrai, parce qu'à soir, il y a peut-être une chose qu'on va faire. Que je fais toujours, d'ailleurs. C'est pas grave, vous n'avez rien manqué, je commence. Ça me prend trop du temps à le dire. Il y a du monde chanceux de même, sacrifice, hein? Non, mais c'est vrai. On va faire quelque chose à soir. On va se poser des questions. Tu sais, dans la vie, on ne se pose pas assez de questions. On ne se pose pas assez de pourquoi. Tu sais, dans la vie, il y en a des pourquoi. Il y a quelqu'un l'autre fois qui disait ça à la radio, puis c'était bon en sacrifice. Il disait, les réponses vieillissent. Puis pour avoir une nouvelle réponse, il faut que tu te reposes la question. Ce qui me fait, les gens ne se posent pas les questions. Tu sais, les petits jeunes. Vous avez un petit bébé, un petit gars, qui est avec son père, puis il voit un train passer. Il dit, papa, pourquoi le train a des grosses trous? Ben, tu dis, c'est pour qu'il aille plus vite. Il dit, ouais. Pourquoi il va tranquillement là-bas? Ça, c'est ça. Un adulte, il fait pas ça. Un adulte, il voit un train passer, il dit, il y a des grosses trous. Tu veux un train des petits trous? Qu'est-ce que tu veux des grosses trous? Rien là. Ça se finit là. Hein? On se pose plus de questions. On se demande pas pour qu'on travaille. Tu demandes à quelqu'un pour qu'il travaille. Ben, comment? Pourquoi je travaille? Je pars. C'est une habitude, j'ai pogné vers 16-17, puis tu t'offres. Hein? Tu travailles toute ta vie avec l'espoir que tu vas arrêter, puis t'arrêtes. C'est une vie, quoi. Mais il doit y avoir d'autres réponses à ça. On doit être capable de répondre autre chose à des pourquoi. C'est drôle qu'on s'en répond jamais. Hein? On se pose pas de questions comme adulte. Tu sais, l'autre fois, l'autre fois, ça fait 1 an et demi de ça à peu près, j'ai été invité par des sœurs, une communauté de sœurs. Imaginez-vous à peu près une 70 sœurs dans une salle, moyenne d'âge 68, 69. Hey, ça baisse le recrutement, hein, c'est terrible. Puis, il m'avait invité à parler de l'Évangile, un sujet dont je discute très régulièrement. Puis moi, je lis ça l'Évangile, mais je lis ça avec ma tête en me posant des pourquoi, en me disant, pourquoi c'est fait de même? Pourquoi on fait telle chose? Par exemple, à un moment donné, c'est marqué dans l'Évangile, quand tu manges une claque sur une joue, tu présentes l'autre joue. Ben, jusque-là, moi, je suis d'accord. Mais quand tu as fini le bac de joue, as-tu le droit de faire ça à ton tour? Tu sais, moi, je lis ça l'Évangile en me disant, tu donnes 2 chances au gars qui fesse.
c'est vrai. Il y a une autre place aussi, c'est marqué « Pourquoi tu t'énerves à travailler toute la journée? Regarde les petits oiseaux du ciel. Tu te fatigues pas, eux autres? Pourtant, ils mangent régulièrement. Mais as-tu vu ce qu'ils mangent, tabarnak? C'est pas marqué « T'es obligé de manger ça. » Hein? On voit ça de même. Il y a un de mes amis aussi. Tu sais, des questions d'adultes. Il n'y a jamais un enfant qui posait une question de même. Il était dans une salle de médecin. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un médecin qui réussissait bien, une grande salle d'attente, parce que les médecins qui réussissent bien ont des grandes salles. Ah oui, je ne réussis pas dans une petite salle. Puis dans une grande salle d'attente, il est assis sur un journal. Fait qu'il y a un gars qui s'approche et il dit le lis-tu? Mon chum qui était un peu pince sans rire, il dit, le gars, il fait une farce certain. Le gars, il part. Fait que je vais le faire rire. Tout le temps, le gars, il dit, oui, je devrais aller. Comme c'est un adulte, il n'a pas posé de questions, le gars. Il était allé s'asseoir à côté. Il dit, devrais aller. Il l'a dit, le gars, il devrait aller. Quand mon chum a vu que le gars riait pas et qu'il était assis sans rien dire, il s'est levé, il a tourné la page. Le gars n'a même pas ri. Ah, un gars, il dit, t'as les gars, il tourne les pages. C'est tout là, hein? Samedi, tu reviens des funérailles. Tu rencontres un de tes chums. Ton chum, il dit, qu'est-ce que t'as fait là? T'es allé, il dit, funérailles. Funérailles, qui? Arthur. Il est pas mort? Non, non, ils enterrent vivants à Québec. Il est pas mort. Les funérailles. Il n'y a pas un enfant qui oserait poser une question de même. T'as des troubles d'auto, ça à 20, t'es à quatre pattes en dessous du char. Il y a toujours un automobiliste sympathique qui arrête derrière toi puis il dit t'as-tu un problème? Non, non. Il fait trop soleil dans le milieu de la 20, je me quisse en dessous du char. C'est régulièrement. Hein? Non. Mettons qu'aujourd'hui, on se pose des pourquoi. Des pourquoi. Et vous avez remarqué mes méthodes audiovisuelles très poussées. Avec un déficit de 126 000, tu ne peux pas te payer tout, hein? Un grand théâtre, une arrache. C'est une farce, c'est moi qui l'ai demandé. Hein? C'est de baisse. Mais on va se poser des pourquoi. Je pense que ça, c'est une des premières choses. La deuxième petite affaire que je voudrais vous dire avant de commencer, c'est que vous avez remarqué, ça fait à peine 5 minutes que je parle. Je parle très, très mal. Je parle très, très mal en français, puis je parle aussi mal en anglais. Je suis bilingue. Hein? Je suis né dans le bilinguisme. Ma mère est de langue anglaise, elle est écossaise, en fait. Elle est ici, elle est écossaise. Mon père est canadien-français. Alors, tu sais l'histoire du Bill 22 qui dit qu'il parle la langue maternelle, c'est vrai en tabarnak. Tu n'apprends pas la langue du pays, le pays est jamais là. Tu apprends la langue de la main, c'est ce médaille. Tu apprends la langue de la main. Hein? Alors, forcément, j'ai appris beaucoup plus d'anglais. À tel point que pour moi, l'anglais, c'est ma langue maternelle au départ. Puis à 6 ans, mon père a dit, hey, on va le mettre dans une école française avec un nom comme je ne sais plus. Ça se prononce en anglais, mais c'est pas beau pantoute. Puis il avait raison d'ailleurs. Alors, je suis allé dans une école française. Ma première réaction en arrivant dans une école française, c'est que je ne comprends pas parfaitement, moi. Ça m'est compliqué, la vie du français. Alors, la première réaction, comme je ne comprends pas bien, première réaction d'un gars qui ne comprend pas, il dit, pour moi, il parle de moi. C'est pas vraiment tout. Il n'y a pas un petit gars qui parlait de moi dans la gang. Ils ont tous dit, du anglais, s'il veut jouer, mais quand il saura le français, il viendra jouer avec nous autres. Ça finit là. Au bout de 3-4 jours, j'ai décidé d'aller jouer avec eux autres. Évidemment, comme le français, je n'arrachais, je parlais en anglais. Je ne comprenais pas toujours. Alors, j'ai commencé à parler avec des gestes. Puis, ce qui est fantastique, c'est qu'avec des gestes, on réussissait à se comprendre. Tous ensemble, en parlant avec des gestes, on se comprenait. On jouait au cowboy, il faisait « pow ». Il faisait « mourant en anglais », puis il comprenait pareil. Extraordinaire. Il comprenait parfaitement. Savez-vous qu'à 6 ans, j'ai réalisé une affaire extraordinaire? C'est que tu parles autant avec ton corps, avec ton attitude, ta façon d'être, que tu parles avec ta langue. Puis des fois, il y a des contradictions entre les deux. Ça ne dit pas la même affaire. Le gars, il va être gagnant. Puis Alain pardon. Puis il dit, moi, je suis un gagnant. Mais pas tout le temps, des fois, je perds. Mais c'est évident, gars. Hein? Je vois des gens, par exemple, qui sont dans les affaires. Hein? Puis tu s'achètes encore des cravates à 4 pour 1 pièce. Il m'a dit, sacrifice, tu fais là. Il dit, ben, je renverse toujours de la soupe, sacrifice. Le gars se paye tout, hein? Mais je me dis, mon gars, tu manques un thrill extraordinaire à renverser de la soupe sur une cravate à 20 pièces. Tu vois les 2 premières gouttes, tu dis, oh, dans la soupe, hein? Il y a un thrill. Mais on ne se paye même pas ça. Je vois des gens qui signent des commandes, qui discutent de contrats de plusieurs millions de dollars avec une plume à 38 cents. Mais il la perd tout le temps. Va-tu au voler, tu mets 36 plumes là.
Mais je me dis au départ, tu dis au gars, pèse fort, c'est en 3 copies. Puis ta plume, c'est une vieille plume, c'est une cheap. Puis tu veux que je signe pour un gros montant, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Hein? Ça me frappe. Ben, on est à Québec. Ça m'arrive très souvent de venir à Québec, travailler à Québec avec des compagnies. Je viens dans le temps du carnaval. As-tu déjà parlé du carnaval à un gars de Québec? Du carnaval de Québec? D'abord, tu prends le taxi à l'aéroport. Tu dis au gars, comment ça va le carnaval? Fais-le-moi-en pas, traverse. C'est clair. Le monde pacté, puis personne ne sait où ça veut, les hôtels sont remplis, c'est plus hôtel. C'est-tu bon, madame? Ma meilleure semaine de l'année. Mais il est en train de me vendre tranquillement, le cadeau. Okay? T'arrives à l'hôtel, qu'est-ce qu'il dit à l'hôtel? Comment ça va le carnaval? Parle-moi pas de ça, les gens ne font pas réservation, encore 2 de coucher dans le corridor. Ah, c'est terrible. C'est bon, la meilleure semaine de l'année. Hein? Tu rencontres des chums, tu dis, puis, vas-tu au carnaval à soir? Oh, je ne vois plus, moi. Je joue pareil, ça fait 5 ans que je joue pareil. Moi, je dis aux gens de Québec, faites attention, cette attitude-là, un bonjour, le maître drapeau, il cherche quelque chose. Là. Nous autres, on peut te faire un palat de glace au mois d'août, nous autres, comme rien, hein? Il n'y a pas de problème là. C'est l'attitude, hein? Puis peut-être pour être un peu plus sérieux, juste la façon qu'on parle. Je vois des gens, par exemple, qui à la suite du 15 novembre me parlent plus politique. Parce qu'on en parle plus politique. Puis je vois des fédéralistes qui me disent, Jean-Marc, moi je suis pour un grand Canada. Je dis, ouais, pas faire ça. Un grand Canada, moi je suis pour ça aussi, peut-être. Oui. Mais sais-tu que dans le Canada, il y a une province qui est quasiment en faillite? Savez-vous que Terre-Neuve, à l'heure actuelle, dépense 96% de l'argent qu'elle collecte de ses taxes pour payer de l'intérêt sur ses obligations? Il reste 4% de sa propre impôt pour de l'expansion. C'est une province quasi en faillite à Terre-Neuve. Toi, dans ta province, es-tu prête à aider la province pauvre de Terre-Neuve? Es-tu prête à déménager la petite usine? Le gars, il dit, oh, mais c'est pas tout à fait pareil. Oh, le fédéraliste, c'est où? Mais je rencontre des indépendantistes qui me disent la même chose. Je rencontre des indépendantistes qui me parlent d'indépendance du Québec. Mais ils me parlent de quand est-ce qu'ils vont avoir leur prochaine subvention. Ça, ils m'en parlent beaucoup. Ils me demandent, penses-tu que les dents, ça va être payé par le gouvernement? Mais je dis, qu'est-ce que c'est qui les dents, frère? C'est tes dents, c'est pas les dents de la communauté. Hein? On me parle d'indépendance, on est dépendant. Mais je me dis, hey, comment tu fais pour régler les deux? C'est pas logique. C'en est des pourquoi. C'en est des pourquoi. C'en est aussi peut-être des façons de parler, des façons de s'exprimer, des façons de transmettre avec ses propres images, sa propre attitude, ce qu'on est. Ça me frappe, ça aussi. Puis ça, j'ai appris ça, moi. Évidemment, je parle mal, puis je m'en excuse, c'est pour ça que je vous le disais. J'ai un mauvais patois à part de ça, je dis « kiss ». Je m'en excuse grandement, j'essaye de remplacer ça par des sacrifices. À chaque fois que tu vois un sacrifice, c'est un kiss de moins. Mais c'est tough en kiss. En tout cas, de toute façon, je fais mon possible. On va laisser les remarques. Il y a peut-être une première question que je voudrais vous poser sur ce premier tableau-là. Une première question qui est importante. Oups! Il ne faut pas que je me déplogue. Une première question. Hein? Tout le monde parle de réussir. Moi-même, j'en ai parlé. Hein? J'ai dit, réussir au Québec, pourquoi pas? On parle tous de réussir. On veut réussir dans la vie. On voudrait que nos enfants réussissent. On voudrait que la femme réussisse. On voudrait que la société réussisse. On voudrait que le Canada réussisse. On voudrait que la province réussisse. Puis où vient ma question, c'est... ça veut dire quoi, réussir? C'est quoi, réussir? Des fois, j'en parle à des gens, puis les gens me disent « Réussir, Jean-Marc? » Ça, c'est un gars, tu sais. C'est une espèce de gars qui fait comme une réussite, tu sais. Il réussit. Je dis « Ouais, c'est à peu près ça. T'as raison. Réussir, c'est réussir. » C'est d'accord. Mais c'est quoi, réussir? Il y en a d'autres qui me disent « Réussir, Jean-Marc, c'est faire beaucoup d'argent. » Je suis d'accord que faire beaucoup d'argent, c'est peut-être un signe de réussite. Mais ce n'est pas nécessairement une réussite. Parce que si c'était une réussite, tu ne pourrais pas parler d'un enfant d'1 an qui réussit. Puis pourtant, tu dis d'un enfant d'1 an qui réussit. Quand tu vois un petit bébé qui part du frigidaire puis qui se rend au poêle sur ses 2 pattes, tu le regardes, tu dis « Tabarslack, il commence à l'avoir. » Hein? Mais si à 5 ans et demi, il est toujours entre le poêle et le frigidaire. Là, tu dis « Qu'est-ce qu'il en perd un peu, hein? » Il aurait dû en regagner. Puis, elle a la définition de réussir. Pour moi, réussir... Puis, remarquez que vous avez la vôtre, votre définition.
Je vous donne la mienne. La mienne peut être contestée. Ce qui est important, c'est que vous ayez la vôtre. C'est celle-là qui est importante. Mais pour moi, réussir, c'est se dépasser. Réussir, c'est aller plus loin. Hein? C'est arrêter de se contenter. T'as rien manqué, je commence. Hein? C'est arrêter de se contenter. Puis pourtant, dans le Québec, qu'est-ce qu'on nous vend? On ne nous vend pas l'idée de se contenter. Dans le fond, on n'est pas rendu comme Elsie the Cow, Contented Cows. Tu sais, t'es en train de traire une vache le soir, puis elle dit « Qu'est-ce qu'il n'y a pas grand lait? » Elle dit « Si t'en veux plus, tu viendras demain. » Tu produis ça la journée. Vous remarquez qu'une vache, ça ne se dépasse pas. Il n'y a pas un animal sur Terre qui peut se dépasser. Il n'y a qu'un être qui se dépasse sur Terre, l'humain. Puis ce qui me frappe, c'est que la grande majorité des humains ont fini de se dépasser. Ils ont 40, 50, 60, 75, 80. Puis ils sont toujours entre le poêle et le frigidaire. Mais dit-il, c'est pas possible. Ils sont rendus dans une routine. La vie est devenue tout encadrée, c'est tout fait d'avance. Lève-toi le matin, 7h15, 7h30. 8h moins quart pour déjeuner, une toast, un café, jamais deux, donne mal au cœur. 8h15, pogne le phare. Arrive au complexe vers 9h moins 20. Hey boy, je vais être là à caisse aujourd'hui. 4h20, il se lave les mains. 4h30, un stampede à la porte à vitesse qui sort. Va vraiment rentrer à l'envers, il te fait écraser. C'est-tu vrai, hein? Arrive chez eux, 5h moins 20, 5h moins 10. Prends une bière, jamais deux, sa femme ne veut pas deux. 5h30, s'assoit pour souper, soupe. 6h moins quart, rouvre la télévision. Qu'est-ce que c'est plat dans la télévision? Il n'a rien de bon ce canal-là. Il ne faut pas prendre de changer le canal, l'autre aussi plat, ils sont tous plats. 10h30, 11h moins quart, 11h après les nouvelles. Il va se coucher. Le lendemain, il se lève, 7h15, 7h30. Déjeuner, 8h moins quart, une toast, 5 cafés, jamais deux, donne mal au cœur. Puis la même caisse de routine qui recommence. Les vacances d'été, 2 semaines. Au chalet. Première semaine, peinture le chalet. Deuxième semaine, déboise le chalet. Au bout de 2 semaines, tu reviens au bureau et tu dis, boss, ça va me prendre 3 semaines. La forêt en regagne sur le chalet. Tous les matins, passe pour voir Laurier, toujours bloqué avec eux. Il bloque tout le temps pour voir Laurier. Il ne vaut pas la peine de rentrer, il bloque à tous les matins. L'autoroute du trafic. D'ailleurs, ils le disent dans les postes de radio, plein de trafic. Il ne vaut pas la peine de rentrer. Un matin, il n'y a pas de trafic, il dit maudit, pour moi, c'est samedi. Il est embarqué dans une routine. C'est ça, vivre. Vivre, ça ne serait pas autre chose. Ça ne serait pas d'essayer d'en prendre 2 cafés un matin. Ça ne serait pas le fun d'arriver au bureau et dire n'ai pris 2, je suis tout nerveux. Non, Dieu Seigneur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis à quelqu'un, moi j'aime assez ça avoir mal au cœur. Je dis pourquoi? On est assez bien après. Il y a des gens qui l'ont même pas mal au cœur, là, toujours la même affaire. Hein? D'ailleurs, je sais pas si vous avez eu une chance de visiter un cimetière dernièrement. Oh, c'est extraordinaire. Il y a des leçons dans un cimetière. Avez-vous déjà vu comment c'est marqué, ces pierres tombales? Avez-vous déjà jeté un coup d'œil? T'as la date d'arrivée du gars. Ça, c'est la date qui a apparu. Hein? T'as la date de départ du gars. Ça, c'est la date qui a parti. Et pour résumer, 78 ans de vie sur Terre, un trait d'union d'impossibilité. Le trait d'union est même pas croche. Puis c'est pas ça qui est pire. Il y a d'autres monuments où tu as la date d'arrivée du gars, parce qu'il est arrivé. Tu as le trait d'union, parce que c'est ça qu'il fait. Mais tu n'as pas la date de départ, il n'est pas mort encore. C'est parce que ça coûte moins cher quand tu graves toute la famille à la fois. C'est pas extraordinaire. On le marque d'avance. Il ne se dépassera pas. C'est pas possible. C'est pas ça, vivre. Vivre, ça doit être un peu plus loin que ça. Ça doit pouvoir exiger plus que ça. Il me semble que les gens ne font pas cet effort-là. On y va pas. On n'embarque pas. Il y a un de mes amis, d'ailleurs, il est dans la salle. Il m'avait conté ça il y a plusieurs années. Ça m'a resté dans la tête. Il m'avait dit, sais-tu, Jean-Marc, comment ça se divise, le Québec? En 3 gangs.
Il y a 3 gangs dans le Québec. Il y a d'abord une petite gang, 2 %. Il y a 2 % des gens dans le Québec, Jean-Marc, qui font des parades. Il y a 2 % des gens qui se dépassent. Il y a 2 % des gens qui font quelque chose. Pas nécessairement qui sont à leur compte, c'est pas ça que je veux dire. Mais qui ont décidé que ce qu'ils faisaient tous les jours, ça serait fait au bout. Ça serait 150 % d'eux-mêmes. Comme mon gars au Lac-Saint-Jean qui balayait. Il était fantastique. Un soir, j'étais au Lac-Saint-Jean, à Alma. Puis, je travaillais dans un cégep. Puis j'avais du temps libre, je me promenais dans le corridor, il y avait un gars qui balayait les classes. Il s'appelait Ognas. Bien, je sais son nom parce qu'il avait tout marqué ses instruments de son nom. Tu sais. Sur le balai, c'était marqué Ognas, sur la choyer, c'était marqué Ognas. Il y avait Ognas partout, c'était Ognas. Mais si tu avais vu Ognas balayer, c'était parfait. Il faisait ça, monsieur, dans les 3 X, son balayage. Hein. C'était beau. Il allait dans les coins, puis il ramassait tout ça. Hein. Quand il a fini, monsieur, les pépites étaient tout alignées. Le tableau, il n'y avait pas une graine de poussière dessus. Là, il faisait un job au bout. Il faisait ça tous les jours. Tous les jours, il recommençait. Mais il y allait. Il faisait une parade, Ognas. Mais comment est-ce qu'il y en a des gens qui nettoient des classes, qui font des parades? Très peu. En général, un gars qui nettoie une classe, il dit « Vous pas la peine de le nettoyer, les élèves, c'est assez cochon, on va tout salir demain. » Toujours à recommencer. À part ça, le tableau vaut pas la peine. Le professeur est censé, il barbouille, il met de la craie tout le temps. Il y a juste une journée pour nettoyer une classe comme il faut, c'est le 23 juin. Quand les élèves sont tous partis. Là, tu peux faire une belle job. Mais ça vaut pas la peine, les élèves ne reviennent pas. Ce qui est le fun, c'est de faire une parade. Hein? Évidemment, à côté de ça, il y a une autre gang de gars. 8 % des gens. Eux autres font pas la parade, non. Ils regardent la parade. Puis ils disent ça, t'as une pièce de belle parade. Oups. N-T. Pas faire de faute. Hein? Ils regardent la parade. Puis ils regardent passer, puis ils disent devrait être dans la parade. Évidemment, c'est pas le temps-là, je suis trop jeune. Plus tard, quand je serai mûr, vers les 40 ans, j'aurai de l'expérience. Là, je ferai une parade. Quand tu arrives 40, 45 ans, mais laisse pas le temps de faire des parades, tu as la famille, la maison, le standing familial. Tu dis plus tard, quand les enfants seront partis, je ferai une parade. Puis à 55, 60, les enfants sont partis, tu dis là, mais ça vaut pas la peine de faire une parade là. Qui se prend en pension dans 5 ans, hein, pas pour rock de beau. Parce que 65, ben là, t'arrêtes, t'es pas pour faire une parade là, tu t'achètes une chaise berçante, puis tu te berces. Puis toute ta vie, tu as vu les autres réussir. Toute ta vie, tu as vu des gars réussir, se dépasser. Ah, évidemment, tu as dit ça, c'était naturel. C'est parce que lui, il l'a dans le sang. Il est né avec ça. Il est chanceux. Tandis que moi, je ne l'ai pas. Pas vrai pantoute. C'est pas vrai pantoute, hein? Tu vois, c'est la différence entre les deux groupes. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La seule différence, c'est que eux autres, ils ont peur avant. Eux autres, ils ont peur après. Les deux groupes ont peur. Tu sais, ça revient à mon histoire, qui est très vieille d'ailleurs, depuis le temps que je la compte, mais je la raconte pareil, parce que je la trouve très bonne. Hein? C'est mon histoire d'un général anglais qui parlait au général canadien-français, puis il disait au général canadien-français, voyez-vous, nous, les Anglais, à la guerre, nous sommes très logiques. Tout ce que nous faisons, il y a une logique derrière. Par exemple, nous portons des vestes rouges. Très important, une veste rouge à la guerre. Parce que quand on est blessé, le sang paraît pas, puis les soldats continuent à se battre derrière nous. Alors, le Canadien-français qui connaît ça, il dit à son aide de camp, amène donc mes culottes brunes. Je pense que dans le fond, de toute façon, tu vas mettre des culottes brunes. Quand est-ce que tu les mets avant, ah ben après. Tu vas en porter. Hein? Mais ça, c'est un 10 % de la société. À côté de ça, il y a un autre groupe, 90 % de la société. Eux autres, ils savent même pas qu'il y a une parade, tabaslac. Il peut pas avoir, hein? Il peut pas embarquer, il n'est pas sur le bon coin de rue. Hein? Il n'est pas sur le bon coin de rue. 90 % des gens ne savent pas qu'on peut réussir. Réussir au Québec, pourquoi pas? C'est ça que ça veut dire. 90 % des gens ne savent pas qu'ils ont tout pour réussir. Ce sont des génies ambulants. C'est fantastique tout ce qu'il y a en tête. Les gars, ils ont non pour moi. Savez-vous qu'au Québec, on est un des peuples les plus inventifs au monde? On est probablement le peuple qui en met le moins en application. Parce que quand un Québécois découvre quelque chose, il dit « ça se peut pas ». Pour moi, les Japonais l'ont trouvé avant nous autres, ça sortait. 5 ans après, quand les Japonais sortent, ils disent « oui, on a bien fait de ne pas le faire, les Japonais, là. » Arrêtez du gaspillage. Hein? Mais dans le fond, on l'a trouvé d'abord. On a peur de le mettre en application. On a peur d'embarquer. On a peur de sauter. 90 % des gens ne savent pas qu'il y a une parade. Puis ce soir, on est 1500 ici. 1500 qui en font une parade. Savez-vous ce que c'est notre responsabilité dans la société? Dans la société de 77, qui est une année où on se pose des pourquoi. Hein?
On s'en pose à tous les niveaux. Il n'y a pas une place au Canada. Je l'ai fait, le Canada. Je l'ai fait en janvier. Il n'y a pas une place au Canada, on ne se pose pas de questions à l'heure actuelle. On ne s'en pose pas des pourquoi. Puis on est dit 1500 ici ce soir, faisons une parade. Notre job, c'est quoi? C'est de convaincre les gens d'ici qu'il y a une parade. C'est leur dire, hey, petit gars, il y a une parade, embarque. T'as tout, t'as le pot. C'est fantastique ce que tu es capable de faire. Mais embarque dans la parade. Mais ça, c'est exigeant pour nous autres, par exemple. Parce que tu ne peux pas convaincre quelqu'un de passer de là. Ah, pas toute la gang. Si tu es convaincu, tu vas décongrisser la société. Laisse-en. Mais il va toujours en rester, fais-en pas. Mais d'en convaincre, mettons, 10-15% d'ici à transférer là, tu ne peux pas les convaincre de faire ça si toi, tu es ici. Il faut d'abord que nous autres, on embarque dans la parade. Puis je vois des parents, puis remarquez que je suis dans le gang, hein? J'en suis un parent. Mais je vois des parents qui voudraient tellement que leurs enfants réussissent, que leurs enfants se dépassent. Mais je me dis, toi, le père, t'es rendu? Ah, mais c'est pas pareil, moi, 47, un gars dans le fond de pension, puis c'est collé, là, tu peux pas te faire. T'essayes à dire à ton gars de faire une parade, puis toi, t'es de ça. Tu dis à ton gars que tu devrais étudier. Quand est-ce que tu commences, toi, le père? Quand est-ce que tu commences toi-même? Quand est-ce que tu commences à dire, non, je peux aller plus loin. J'ai rencontré des gens du 3e âge l'autre fois, qui eux autres se dépassent. Eux autres en font une parade. Des gens qui ne font pas des études comme passe-temps, ils font des études pour un diplôme. J'ai rencontré une madame de 60 quelques années qui prend son doctorat en anthropologie. Mais la vois-tu, quand tu parles aux petits-enfants, elle leur dit « Continuez à l'école ». Tu dis « Toi, mais je vais sortir le doctorat l'année prochaine. » Hein? Tu as déjà embarqué dans ta parade. Tu ne peux pas convaincre des gens de faire quelque chose si toi, tu n'es pas embarqué. Puis ça, c'est à tout âge. 3e âge, les enfants pareil, les adolescents pareil. J'ai eu la chance de discuter, très peu, d'une chose terrible qui se produit dans le Québec comme partout ailleurs dans le monde. Ça s'appelle des suicides. Savez-vous que les suicides, la grande majorité, les gens ont moins de 35 ans? C'est des gens qui commencent, qui ont tout pour se dépasser. Tout pour se dépasser. Mais je me dis, sacrifice jusqu'à la société autour. La société autour, il va leur donner le coup de fouette. Il va leur dire, hey, arrête ça. C'est une façon de fuir, ça. Fuis pas. Il y a un monde à bâtir. C'est ça le point. C'est ça, se dépasser. Évidemment, je me dis, Jean-Marc, c'est bien beau, tout sacrifice de patente, mais pas tout le monde peut réussir. Non. Il y a une condition pour réussir. Il y a un point de départ dans la réussite. Savez-vous ce que c'est le point de départ? Il faut commencer par faire quelque chose qu'on aime. Il faut aimer ça, faire ce qu'on fait. Il faut avoir du fun. Puis ce qui me frappe dans le Québec, c'est le 90% des gens qui ne font pas de parade, avec le 8% qui regardent passer, ne font pas ce qu'ils aiment. Ils ont un job. Ils travaillent. Ils font pareil, c'est une job. Tu fais ça, c'est plate, mais c'est une job. Tu ne fais pas toujours ce que tu aimes. Comment ça? Qui c'est qui a dit que tu n'as pas le droit de faire ce que tu aimes? Où est-ce qu'on a appris ça? Puis d'ailleurs, c'est tellement enraciné chez nous. Savez-vous que le mot « travail » dans la langue française vient d'un vieux mot grec qui veut dire « instrument de torture ». On en a tout arraché aujourd'hui. Puis c'est rien, demain, ça va être pareil. Ah, c'est pas pareil, on a un AB. Ah, ça, c'est pareil, on fait ça dans la cave chez nous. Ça, c'est bien le fun, mais ça, on fait ça pour le fun. Mais je me dis que c'est ça, c'était là. C'est les gens qui ont des AB. Ça, c'est des choses que t'aimes. Pourquoi on n'embarque pas là-dedans? Et je rencontre des gens autour de le bras qui n'aiment pas faire ce qu'ils aiment, ce qu'ils font. Mais je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Le gars, il me sert du café, puis il n'aime pas ça, servir aux tables. D'abord, son café n'est pas le fun, parce qu'il met le garage. Puis si tu veux du lait, il se prend un petit pot sur l'autre table. Pour ça, pendant le mot du temps, prendre un café, on se 4h30 dans l'après-midi. Hein? Puis là, il n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Les gens n'aiment pas faire ça. Hein? Ben, bon. Juste des petits faits. J'ai déjà eu une Peugeot. Je ne l'ai plus. Mais je l'ai déjà eu. Puis quand j'avais ma Peugeot, des fois, elle avait des petits problèmes. Puis là, j'allais au garage. Puis le gars du garage, il était dedans même. Puis je faisais les bras, puis il disait « C'est à toi? » « Ah oui. » Mais vraiment, c'est tout métrique. C'est pas fait pour nos températures. C'est tout des morceaux. Tu devrais t'acheter un Ford américain, c'est bien plus facile. Moi, je regardais le gars, puis je disais, il n'aime pas ça, un garage, ce gars-là. Moi, être garagiste, réparer des autos, puis voir une Peugeot arriver, je disais, une Peugeot! Oui, monsieur! Je vais vous réparer ça! 2 Peugeot, tu auras un garage à l'année longue.
gars, il n'a pas de fun à réparer des chars. L'autre fois, je rencontre un gérant de crédit. Je suis assis à son bureau, il dit, regarde-moi, j'en ai un autre contrat qui ne payera pas. Je dis, qu'est-ce que t'as? C'est le fun, hein? Imagine-toi s'il paye tout. T'as plus de job, frère. Hein? Dis-moi, être gérant de crédit, puis aimer ça, le crédit, quand je vois un gars qui paye pas, je dis, je vais le squeezer. Hein? Ça, c'est un gars qui a du fun. On ne raconte jamais ça. On n'a plus de plaisir dans la vie. On est rendu des... Regardez comment on véhicule ça dans nos propres familles. Regardez-vous faire dans la famille. Je suis regardez faire dans la maison chez nous. Tu arrives le soir fatigué, puis tu pièges après, puis tu dis, papa, tu pièges pas le pas fort. Parce que là, comment la tête, là, papa, elle a fait une très grosse journée, là. On va chercher les chaussettes, puis une petite bière froide, là, puis joue dans le coin. Puis tu pièges, j'en va dans le coin, mais dis, qu'est-ce, ça allait plat de travailler. Ah, tu veux le bonhomme dans le fripé. Le matin, tu pièges, il dit, papa, ne tente pas de l'école le matin. Comment ne tente pas de l'école? Regarde-moi, je m'en vais au bureau, je vais pareil, qu'est-ce, fais pas de choses que t'aimes. T'es en train d'y vendre l'idée du travail. C'est vrai. On l'a vendu, l'idée du travail? On a-tu du plaisir à faire ce qu'on fait? Es-tu fier? En parles-tu aux gens, toi? Ou si le samedi, le vendredi soir, tu barres l'affaire. Tu dis, je n'y pense plus jusqu'au lundi matin. C'est-tu possible si tu faisais quelque chose que tu aimais? Quelqu'un qui fait quelque chose qu'il aime, tout lui sert, tout embarque. N'importe quelle petite patente, il dit, hey, c'est le fun cette affaire-là, je prends ça, je fais ci, je fais ça. Il y a du fun. Mais c'est pas ça, les gens n'ont pas de plaisir. Les gens ne s'amusent plus. Quand on veut, le premier job de nos adolescents, c'est quoi? On y trouve une job dans la construction. Comme journalier. On dit à son chum, donne-lui de la merde. Qui aime ça. Qu'ils prennent le travail. Ceux qui ont la chance d'avoir leurs enfants qui travaillent dans leur commerce, leur entreprise, quel job vous leur avez donné au départ? L'épicerie, travaille dans le cave, place de stock. Quand tu seras plus vieux, tu achèteras. Pour le moment, c'est par là que j'ai commencé, moi aussi. On commence tout par là. Mais c'est tout ça, vendre l'idée d'aimer ça? C'est tout ça, avoir du fun? On n'a pas de fun. On ne s'amuse pas. Évidemment, dans tout ça, il y a peut-être une chose qui est importante d'aimer ça. Puis ça me frappe. C'est que, en fait, pourquoi on ne fait pas ce qu'on aime? C'est parce qu'on ne veut pas payer le prix. Dans la vie, il y a un prix à payer. Puis les gens ne payent pas le prix pour faire ce qu'il y a. Tu sais, c'est comme la chanson. Tout le monde, il va aller au ciel, et la personne qui veut mourir. Le gars, il dit, le ciel étant éternel, quand même, je t'offrais encore quelques années ici-bas. Mais qu'est-ce qui t'arrive vraiment au problème, là, hein? Il y a un prix à payer. C'est par là que ça part. Les gens ont peur de payer le prix. Puis le prix, c'est pas de l'argent. C'est ça qui me frappe le plus. Le prix, c'est de l'effort. C'est de l'effort. Les gens ont peur de l'effort. On a peur d'embarquer dans quelque chose. Je rencontre des tonnes de gens qui me disent, moi, j'en marque les cours. Moi, j'aimerais ça suivre des cours, moi, le décours, là, j'aimerais assez ça suivre des cours. Oui, j'aime ça, des cours. Évidemment, ça tombe bien mal. C'est parce que l'automne, j'ai un grand terrain. Hein. Faut que je plie mes arbres, rentre mes trottoirs. J'ai toute une série de choses à faire. Je finis pas avant le 24 novembre. Là, les cours sont commencés, c'est pas le temps, là. Puis dans le temps des fêtes, il n'y a pas de cours. Puis nous autres, le printemps, c'est tellement actif, l'overtime, et tout, t'as pas le temps de suivre des cours, là. Puis l'été, c'est vacances, il n'y a pas de cours. Mais je l'aimerais ça, suivre des cours. L'aimerais ça, suivre des cours. Ils vont l'aimer ça toute leur vie, des cours. Ils l'embarquent jamais. Tout ce que ça prend, c'est l'effort. Mais on ne le fait pas. On a peur d'apprendre. On a peur de prendre juste un petit livre puis de passer au travers. On n'y va même pas. Hein? L'effort, ça ferait ça. Puis l'effort, ça serait quoi au départ? Il y aurait peut-être ceci comme effort à faire. La ténacité. On n'est pas tenace. On lâche. On lâche. Puis, messieurs, je vous souhaite quelque chose. D'être aussi tenace que les femmes qui sont ici. Parce que des femmes, ça, c'est tenace. Oh, c'est vrai, hein? Je sais pas si vous avez déjà fait affaire avec un vendeur d'immeubles féminins. Elle t'appelle au téléphone, puis tu dis non, je veux rien, rappelez-moi dans 2 mois. 2 mois après, elle rappelle. Tu dis non, pas besoin de rien, rappelez-moi dans 6 mois. 6 mois après, elle rappelle. Elle va rappeler tant que tu lui diras pas, je veux plus que tu me rappelles. Elle rappelle régulièrement. Mais un gars, t'as pas besoin de dire ça. Un gars, t'as juste à dire, rappelle-moi dans 6 mois, le doigt. Il a ma carte, sa graphite, il me rappellera. S'il veut pas, il me rappelle. C'est fini, là. Ça ne rappelle plus. Puis savez-vous que physiologiquement, les femmes sont plus tenaces? J'ai rencontré quelqu'un qui a travaillé 28 ans, je pense, dans une pouponnière. C'est extraordinaire ce qu'elle m'a dit. La différence entre les bébés mâles et les bébés femelles. Par exemple, un bébé femelle, tu n'as pas besoin de le réveiller. Il crie quand il a faim. Un bébé mâle, lui, si tu ne le réveilles pas, OK, je mange pas.
C'est tellement vrai qu'elle disait, t'es en train de nourrir un petit bébé femelle qui enlève la bouteille, pas griller. Un petit bébé mâle qui enlève la bouteille, ferme les yeux. Ça l'enlève, c'est parce qu'il n'en veut plus. Ça... Un incubateur, 8 sur 10 des bébés femelles vivaient dans l'incubateur, ont des chances de survie. 5 sur 10 seulement des morts. C'est extraordinaire. On a une leçon à apprendre de ténacité, là. Mais il n'y a pas seulement les femmes qui sont tenaces. Il y a peut-être des races à apprendre. Apprendre de certaines races qui viennent au pays. Apprendre de certaines races. Entre autres, puis je ne dis pas ça péjorativement, au contraire. J'admire les Italiens qui nous arrivent au pays. As-tu vu un Italien arriver au pays? Tabarslac. Hein? Il arrive avec 35 piastres, je fais une bottine. Là, rien, hein? 3 jours après, il commence à visiter des blocs. D'un coup, il voit un bloc de 4 étages. Regarde ça, il dit, ah, là, parfait. Toute la famille va rentrer là-dedans. Hein? Il voit tout, hein? Là, il demande au gars comment ça coûte, ça. Hein? Le gars, il dit, c'est 5 000 de down payment. 5 000, attends un instant. Là, il revient chez eux. Il n'a pas le plus gros job, hein? D'habitude, il a le job du bas. Il est journalier, d'habitude. Il n'a pas pris le haut de l'échelle, c'est le bas de l'échelle. Là, il fait son calcul. Puis là, il décide qu'il va mettre 20 piastres par semaine à la banque. Il ne peut pas en mettre plus. 20 piastres, c'est le maximum. Puis il décide de mettre 20 piastres. Ça va être 20 piastres tout le temps. 20 piastres tous les semaines. Le jour de Noël, ils vont mettre son 20 piastres à la banque, puis ensuite, il achète des cadeaux de Noël. Quand il part en vacances, il met 40 piastres à la banque, il part pour 2 semaines. Mais 5 ans après, 1000 piastres par année, il a le 5 000, puis il achète le bloc. Mais prends un bon Québécois comme moi. Il décide de mettre 20 piastres par semaine à la banque. Hein? La première semaine, tu mets le 20 piastres. La deuxième semaine, qu'est-ce que ça tombe mal? Ah, c'est le party des sucres, tu peux pas aller là, pas d'argent, l'air fou, tu dis, voici ce que je vais faire. Je vais en mettre un 10, on va me repogner sur 30 la semaine d'après. La semaine d'après, tu viens me mettre 30 piastres, ta femme a dit, Pierre a besoin des bottines. Qu'est-ce que je vais mettre 30 piastres à la banque à acheter des bottines? Voici ce que je vais faire. On va me mettre un 10, on va me pogner sur 40 la semaine d'après. La semaine d'après, tu viens me mettre 40 piastres. Tu mets 40 piastres à la banque, tu n'as plus d'argent dans tes poches. Là, fou, pas de beau du bon sens, ce système-là. Tu sors tout l'argent de la banque. 5 ans après, tu dis, il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose. Les Italiens sont après à acheter le coin, c'est. J'écoutais une émission l'autre fois, à la suite du colloque qu'il y a eu sur le logement à Québec, à Montréal. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les journaux, une espèce de grand colloque. Puis on parlait du droit au logement. Là va pas un Italien, là. Le droit au logement, je suis d'accord. Prends-les, le droit. Le droit, ça veut dire quoi? C'est ça, embarquer. Ténacité. Hein? On le fait-tu, ça? On est-tu vraiment tenace? Il y a une autre chose aussi dans l'effort à faire pour faire ce qu'on aime. C'est impossible de tout faire tout seul. Pourquoi on ne travaillerait pas en équipe? L'équipe, l'esprit d'équipe. Pourquoi on n'aurait pas ça? C'est drôle qu'en français, le mot équipe prend un qu'un P. Hein? C'est une équipe à un, probablement. On est probablement fort là-dessus. Hein? Mais je rencontre des tonnes de gens qui me parlent de leur bureau, de leur entreprise, de l'endroit où ils travaillent. Puis ils me disent, c'est ce qui nous manque, nous autres, au bureau, Jean-Marc, dans notre entreprise? C'est l'esprit d'équipe. Il nous manque, tu sais, un esprit d'équipe, une gang. Tu sais, on sent pas la gang derrière nous autres. Je dis, ouais, comment ça va, maison? Pas mal avec ta femme? Oh, très, très bien, pas de problème. Elle a son compte de banque, j'ai mon compte de banque. Elle a sa chambre, j'ai ma chambre, elle prend ses vacances. Une équipe, quoi. Mais je me dis, hey, quand est-ce que tu vas vraiment commencer à saisir ce que c'est? On a de la misère, nous autres, dans l'équipe. On a de la misère à comprendre ça, l'équipe. On a peur de se tenir. Ça me frappe. Puis là encore, on pourrait admirer certains peuples. Hein? Par exemple, les Juifs. En 1948, je ne sais pas si vous savez l'histoire un peu d'Israël, en 1948, il y avait 700 000 Juifs en Israël, au moment de l'indépendance d'Israël. Puis il y avait 300 millions d'Arabes tout le tour, à peu près, qui se sont dit, on les mange tout de suite ou tout à l'heure. On est 29 ans plus tard, à l'heure actuelle. Ils n'ont pas commencé à manger encore. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que cette poignée d'hommes-là, qui sont 4 millions quelques maintenant, ont résisté à tout ça, a résisté à 300 millions? C'est l'équipe. Des Juifs, ça se tient. Ça se défait pas, ça se déconcrète pas, ça se démolit pas, ça reste uni, des Juifs. Hein? Quand Golda Meir est parti en 1948 d'Israël pour aller faire une collecte, parce qu'il n'y avait pas d'argent en Israël, puis il avait besoin d'armes, parce qu'il savait qu'il y avait une guerre, il est parti d'Israël pour aller à New York.
pour aller collecter chez les Américains juifs. Elle est partie avec une robe, c'est tout ce qu'elle avait, un sac de papier, c'est tout ce qu'elle avait, pas de valise, un billet aller, même pas assez d'argent pour le retour. Puis quand elle est arrivée dans la première réunion à New York, elle leur a dit, « Messieurs, je ne suis pas venu vous demander si on doit continuer à se battre, nous autres, en Israël. C'est décidé. On va se battre au bout. Mais je suis venu vous dire que l'issue de la guerre dépend de la grosseur des images saintes que vous allez mettre dans le petit panier tout à l'heure. » Elle a ramassé 32 millions en un mois. De Juifs qui n'iront jamais en Israël. De Juifs qui sont allés à la banque emprunter pour mettre des plus gros chèques. Ça, c'est une équipe. Puis quand je me retourne puis je regarde moi chez nous, que je regarde ma province, puis je regarde les gens qui sont comme moi, des Québécois, des Canadiens. Quand je regarde dans la ville de Québec ici, puis regardless des couleurs politiques, il faut sortir de la partisanerie à un moment donné. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'un partisan, c'est borgne, ça n'a rien qu'un œil. C'est le fun d'en avoir deux. Hein? Mais sortons-en de la partisanerie. Moi, je trouve que c'est un grand succès qu'une compagnie de Québec ici décide d'acheter une compagnie d'assurance ontarienne. Puis qu'il le fasse. Bien, le lendemain de cette affaire-là, il y a un reportage dans un journal de Québec ici, puis je rencontre des bons Québécois. Qui me disent, as-tu vu ça? Je dis, ah, pour moi, il y a quelque chose de croche là-dedans. Ça se peut pas. J'ai jamais entendu ça d'autres. Comment se fait qu'on ne se tient pas, nous autres? Comment se fait qu'on n'est pas fiers de dire on fait partie d'un groupe, on est une équipe? On ne l'a pas participé, même dans nos familles. Où est-ce qu'elle est l'équipe de nos familles? Où est-ce qu'elle est l'équipe de dire, par exemple, on fait partie d'un groupe, on peut en parler d'avance, on peut demander à des enfants qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est, cette équipe-là? Elle n'y est même pas. Elle n'y est même pas. On ne parle jamais aux enfants. Avez-vous déjà remarqué que les gens dans notre démocratie les plus bafoués sont les enfants? On mange jamais la vie d'un enfant. Là, les vacances, c'est au chalet. Dans le bois. Puis si t'aimes pas ça, tu viens pareil. Là, as-tu d'autres questions? Hein? Mais pourtant, il me semble qu'il y aurait peut-être lieu pour eux autres d'avoir des certaines remarques. Mais c'est ça, une équipe. Une équipe, ça se fait dans une famille, dans une vie. On a le droit d'échanger des choses. Puis ça va peut-être avec autre chose. Tu sais, pour faire ce que t'aimes, il faut que tu aies le respect de l'autre. Respecter l'autre. Respecter l'autre dans le sens d'y laisser faire ce qu'il aime lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que notre génération, je parle de la mienne, les gars des cheveux gris, on a une génération de monopole d'erreur. On est tout seul à se tromper. Non, c'est peur que les autres se trompent, qu'on fait toutes les erreurs nous autres mêmes. Comme ça, tu es certain qu'il n'y a pas d'erreur. J'ai un de mes amis qui barre le bar chez eux. Ouais, parce qu'il a peur que les enfants, ils boivent. Il dit, tabarnak, il va t'avoir une hospice de brosse un soir qu'ils vont trouver la clé. Hein? Et là, le monopole des erreurs. Hein? On s'établit des monopoles des erreurs. Alors que c'est pas comme ça qu'on apprend. C'est pas comme ça qu'on apprend ce qu'on aime à faire dans la vie. C'est pas là que ça part, aimer ça. Hein? Faire ce que tu aimes, c'est qu'il faut que tu essaies des choses. Vous avez déjà vu un petit oiseau donner un cours de volage à un autre petit oiseau? La leçon est extrêmement courte. Il kiss en bas du nez. Hein, c'est tout. Puis le petit oiseau va pipi, il dit, hey, si tu veux voler, il faut aller tes garcettes, ça remonte. J'ai jamais vu un oiseau tirer un autre oiseau. Ça se tire pas, un oiseau. Il explique même pas que ça a l'air un chat. Et quand tu vois un chat, c'est un chat. Hein? Puis le petit oiseau, dès qu'il voit un chat, il dit, ah, c'est un chat. Il part, hein? Ils sont tous de même. Ah, vous allez me dire, il y a des oiseaux qui se font manger par le chat. T'as raison. Mais il y a une hospice de voyage qui vole, par exemple. Hein? Puis ils ont tous appris de même. Il n'y a aucun cours de volage. Puis nous autres, on a assez peur que les autres se trompent. On transmet ça. On transmet ça. On ne veut pas qu'ils fassent des expériences. On ne veut pas qu'ils embarquent dans quelque chose. On va y revenir d'ailleurs, cette idée. On a peur que les autres bougent. Pourquoi pas laisser une chance au gars en dessous à bouger, au gars à côté? Pourquoi pas laisser une chance de faire sa propre expérience? Mais c'est pas ça. Tout est fait par un autre au-dessus. Avez-vous déjà remarqué que les balais dans une entreprise, c'est jamais acheté par le balayeur? Ben non, c'est acheté par un acheteur. Il achète n'importe quoi, entre autres les balais. Puis un jour, le vendeur de balais vient, puis il le voit, puis il dit, j'ai un spécial d'un 48 pouces. Là, il dit pas de farce. Un 48 pouces, ça va être parfait, ils vont prendre des grandes travées, mes balayeurs. Puis il achète une grosse de 48 pouces. Puis quand les balais arrivent dans le shop, le balayeur, il regarde ça, puis il dit, tabarnak. Il y a quelqu'un de malade en l'air, certain. Les allées ont un que 36 pouces.
On n'a jamais fait le lien. On passe sa vie à ne pas se questionner. On passe sa vie à ne pas se respecter. Et on dit on est 6 millions, il faut qu'on se parle. Moi, à la place, je pense qu'il faudrait changer ça. On est peut-être 6 millions, mais on est 6 millions, il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on s'écoute. Rappelez-vous de cette phrase extraordinaire que j'avais lue il y a plusieurs années. Le bon Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus que tu parles. Ça serait-tu extraordinaire si on pouvait s'asseoir et écouter? Mais on n'écoute pas. On n'écoute pas. Les gens sont perdus dans des paroles, puis on n'écoute jamais. On n'a jamais le chance de dire, qu'est-ce que tu dis exactement? Dans une famille, l'adolescent qui arrive, puis je vous parle de chez nous, hein, remarquez que ben, les exemples viennent de moi. C'est nous, on n'écoute pas. Il est en train de t'expliquer quelque chose. Tu dis, oui, mais j'ai des problèmes. Ben oui, mais qu'est-ce? Dis-y, fan-toi. Il te parle. S'il continue à parler, écoute, oublie-les. Écoute, les gens vont t'expliquer tout. Mais on ne fait jamais cette démarche-là. Comment veux-tu découvrir ce que tu aimes? Hein? Puis peut-être qu'il y a quelque chose. Hein? Je remarque que dans tous les cégeps à l'heure actuelle, dans tous les cégeps, on a des cours. Mathématiques 320, français 308. Quand est-ce qu'on va avoir un cours MSA 419? Un cours MSA. Un cours dans lequel on va dire aux gens, ça c'est un cours fait pour trouver que c'est le thème. Ça va-tu être extraordinaire? Puis pourtant, je ne rencontre jamais ça. Je ne vois jamais ça. Puis on ne laisse jamais la chance, même à la maison. Aussitôt qu'un enfant arrive avec quelque chose, il y a toujours quelque chose à côté qu'on lui met sur le nez. Il arrive avec le bulletin, il dit, pas 94 en éducation physique. Tu dis, oui, mais tu as vu le français? 41. Boum! Écrase, hein? On se détruit. On détruit le goût de faire des choses, le fun. Si on a 94 en éducation physique, c'est peut-être parce que c'est le fun, l'éducation physique. Ça fait partie du cycle, le respect des autres. Le respect. Respect des autres comme écouter en politique à l'heure actuelle. Depuis le 15 novembre, c'est le fun. On est dans une période fantastique. Pour la première fois, on se pose la question pourquoi. Puis je vois des gens qui passent à travers ça. Les 2 œillets bien fermés, eux autres lisent le sport. Je me dis, c'est un sport, ça, frère. Si tu savais les points qui se comptent là-dedans. La fleur, c'est quasiment peanuts. Et t'as des parties de hockey, puis hey, les règlements sont pas tough là-dedans. Tu fais ce que tu veux. Hein? Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais ça devait être le fun. On n'a même pas cet effort-là. On est en train de bâtir un pays à l'heure actuelle. C'est ça qu'on fait. On est en train de réinventer le monde. Puis les gens ne le font pas. Les gens sont perdus. Ils ont peur de cet effort-là. Et dans le Québec, il y a peut-être une chose qui nous a manqué beaucoup dans notre vie. Je le mets ici. C'est la témérité. Avez-vous déjà réalisé que dans le Québec, on nous a vendu un dicton extraordinaire? Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Fait que toi, t'as bouti qu'un tien, puis le voisin, il y a 2, tu l'auras. Puis je pense que faire ce qu'on aime, c'est avoir un acte de témérité. La témérité jusqu'au point de dire « sac à fesse, j'embarque ». Mais nous autres, on dit « c'est pas vraiment le temps. Je vais attendre que l'année soit meilleure. Quand l'année va être bonne, là, je partirai. » Tu pars jamais. Parce que quand tu es bonne, tu dis « là, il est trop tard, le temps de m'organiser, je vais frapper en mauvaise. » Il y a des gens qui passent leur vie comme ça. Ils passent leur vie sur la prudence. On est prudent. C'est pas vrai. C'est vous que saint Thomas, il n'en parle quasiment pas de la prudence. Il a peur de ça, de la prudence, saint Thomas. Il parle de la témérité. Puis nous autres, dans le Québec, on a peur de la témérité. On fonce plus. On fonce plus du tout. On est perdu dans notre prudence. Hein? Puis ça, c'est un effort à faire. Faire ce que tu aimes, ça prend un acte de témérité. C'est de dire à un moment donné, embarque. Si vous regardez derrière le dépliant, vous allez voir une publicité. C'est la publicité de mon fils. De ma fille. Mais c'est ma belle-fille, mais c'est ma fille. Hein? Mon fils, c'est ma fille. Ça, c'en est un acte de témérité. Hein? Un acte de témérité. Comment ça a commencé? Un soir autour de la table, quand ils m'ont dit « Je suis allé au cégep, je pense que je vais lâcher. » Tu vois? Ouais. Évidemment, il faut dire qu'il avait fait une erreur magistrale. Il a gardé tous les cours plates pour le dernier bout. Tu sais, c'est comme un gars qui mange le crémage d'abord. Le reste, c'est plus tough à passer après. C'est ça qui est arrivé. Fait que, évidemment, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, moi, j'aimerais ça voyager. On a fait un voyage, l'autre fois au Guatemala, c'était bien. J'aimerais ça voyager. Tu vois, pourquoi tu fais pas ça? Il dit, oui, mais tu peux pas gagner ta vie. Non, pourquoi?
peux amener du monde voyager. Ça, c'est un acte de témérité. Hein? Parce que la majorité des gens disent pour moi, ça ne marche pas. Moi, je suis certain. Hein? Certain, c'est très dur. Tout le temps, ton âge, le cégep. Non, on a dit, on embarque. Hein? Pas moi, eux autres embarqués. Puis on a commencé à faire des plans. On a commencé à tracer des papiers. Mais ça en est de la témérité. Ça en est de la témérité. Ce que je regrette, c'est d'avoir coupé peut-être des actes de témérité à bien d'autres. Avec ma sacrifice de prudence de gars de 46 ans. De ne pas être capable d'embarquer. Puis à côté de vous autres, il y en a parmi vous autres des gars. Des gars qui sont prêts peut-être à mettre l'effort. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est un coup de pouce pour dire « Hey, c'est génial! » Puis on n'ose pas. Heureusement qu'il y en a encore des gars téméraires dans le Québec. Hein? Il y en a encore des gars qui font des affaires téméraires. Qui embarquent dans des affaires qui n'ont pas de maudit bon sens, qui n'ont jamais été faites. Forcément, être téméraire, t'es toujours hors cadre. Savez-vous l'histoire du gars à Rimouski qui s'est acheté un petit chien pour Noël, pour Pâques, à ses enfants? Il avait 2 enfants, Stéphane et Pascal. Puis il a acheté un petit chien, un tout petit chien naissant. Je ne sais pas si vous êtes au courant que les petits chiens ne viennent pas au monde propre. Hein? Ils viennent au monde salaud un peu. Puis le petit chien, il faisait pipi sur le divan, pipi en dessous du divan, pipi à côté du divan. Puis le gars, il le regardait, le petit chien, puis il disait « Kiss, toi, c'est la dernière fois que tu pisses. Hein? » Un gars se parle, un gars médite dans sa tête. Hein? Puis juste au moment où il se disait ça, un petit gars qui rentre en courant avec ses enfants, puis il dit « Père, je sais pas ce qu'il faudra faire. Il faudra faire pousser un arbre dans le salon. » Ah ben, qu'est-ce? Il dit, il l'a tué, l'affaire. Hein? Il l'a tué, c'est génial! Il est descendu dans la cave, il a commencé à travailler sa première toilette de chien. Il a fait une vraie toilette de chien. C'est un cabaret avec un buvard, puis un petit arbre dans le milieu, puis tu as de l'urine artificielle que tu mets sur le petit arbre. Puis là, tu mets ça dans le coin, puis le chien passe à côté, puis il dit, tabarnak, c'est un parfait. Puis là, il va toujours là, puis c'est self-repeating après. C'est une toilette. C'est pas extraordinaire. Hein? Nous avons au-delà de 100 000 toilettes par année à l'heure actuelle. La compagnie s'appelle Stépas. Stéphane puis Pascal. C'est fun, hein, comme compagnie? Mais imaginez-vous le gars qui est dans sa cave à travailler sa toilette, puis un de ses chums, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Parle-en pas aux autres, mais je travaille sur une toilette de chien. Ça prend du courage à expliquer ça à un autre. Hein? Mais c'est pas ça de la témérité. C'est pas ça de la témérité. Hein? C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Puis on a des tonnes d'entreprises de même, de témérité comme ça. On a un autre tout près d'ici, puis vous en buvez de ces produits à l'heure actuelle. C'est un gars qui était dans la construction de route. Hein? Il travaillait dans sa route, puis à un moment donné, il est tombé dans le trou, il s'est cassé l'épine dorsale. Il est condamné à 1 an couché. Hein? Il est couché chez eux, puis il dit à sa femme, emmène-moi au moins au chalet, si ça crafesse, passer l'été ici. C'est pas de bon sens. Fait que sa femme le transporte au chalet, puis il est couché au chalet. Puis il y a un chalet magnifique qui est construit dans une petite pente avec un ruisseau. Mais le ruisseau est tellement fort qu'il n'a jamais pu le détourner. Fait qu'il a fait le chalet sur le ruisseau. Hein? L'eau coule en dessous du chalet. Il est couché là-dessus, puis il regarde la télévision, puis il regarde un reportage sur la soif dans le monde. Puis il dit, qu'est-ce s'il en manque ailleurs, il y en a un voyage ici. Fait que là, il dit à sa femme, prenons le nom du réalisateur, on va y écrire pour avoir le dossier. Puis il écrit pour obtenir le dossier. Puis une fois qu'il a le dossier, il regarde ça, mais il dit, mon Dieu Seigneur, d'un coup, j'aurais de l'eau parfaite qu'on pourrait vendre. Alors, il prend une analyse de l'eau, il envoie de l'eau, fait analyser, il apprend que l'eau est pure à 99,9%, ce qui est très rare. Hein? C'est de l'eau qui ne pourrit pas. Hein? De l'eau qui peut rester 6 mois au soleil sans pourrir. Or, de l'eau naturelle, ça pourrit d'habitude. Son eau ne pourrit pas. Alors, il commence à faire des plans. Des plans pour une usine d'embouteillage d'eau. Une fois les plans faits, il décide de construire en face de son chalet, son usine. Et pendant que ça construit, les gens passent à côté et ils disent, c'est effrayant. Ça me fera vraiment une brasserie ici. Personne ne peut s'imaginer qu'ils vont mettre de l'eau là-dedans. Hein? Hey, a toujours été là, cette rivière-là, ce ruisseau-là, a toujours été là. Puis là, avec son usine, il achète une machine usagée pour ensacher de l'eau. Puis il commence à ensacher de l'eau. Puis à l'heure actuelle, vous vivez cette eau-là dans la région, Cibello. C'est l'histoire de Cibello. Ils vendent de l'eau au pays arabe à l'heure actuelle, en container. Parce qu'elle a un avantage dans le désert. Tu n'as pas besoin de la réfrigérer, puis elle ne pourrit pas, tu peux la conserver 5-6 mois. C'est pas fantastique? Mais vois-tu un gars qui dit, je vais partir une business extraordinaire. Je vends de l'eau. Prends du courage faire ça. Mais c'est ça la témérité. Mais ça, c'est quelqu'un qui embarque. Aimer ça, c'est ça que ça veut dire. Mais comment peux-tu faire ça si tu es pogné dans une idée de routine?
Si tu as oublié que la vie, ça consistait à te dépasser. Ça consistait à aller un peu plus loin, à tout âge, à faire quelque chose de plus extraordinaire. Faire comme le gars au Lac-Saint-Jean, qui après s'est fait couper une jambe un hiver, au mois de novembre l'an passé. Pas cette année, l'année d'avant. Il s'est fait couper la jambe. 61 ans. Il est dans la maison au mois de janvier, puis avec son garçon. Le gars s'ennuie à mort, le bonhomme, il n'y a plus rien qu'une jambe. Son garçon, il dit, pourquoi tu ne fais pas du ski de fond? Il a dit, pardon? Il dit, il manque déjà 50% de l'équipement de bord. Son garçon, il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, ça se fait pareil avec ça. Mais je n'ai jamais fait, tu fais rien. Tu as 61 ans, tu peux apprendre. C'est vous qui l'avez appris? Savez-vous que cette année-là, l'an passé, au mois de mars, il a fait la traversée du lac Saint-Jean en ski, 31 000. Il est arrivé 1h30 après le dernier. Mais tout le monde l'attendait. Parce qu'en fait, c'était lui le grand gagnant. Parce que lui avait fait quelque chose d'extraordinaire. Aller plus loin. Ça, c'en est des exemples. Chez nous, quand est-ce qu'on va nous sortir tous ces exemples-là de gens qui font quelque chose et qui se dépassent? Qui se dépassent. C'est ça, aller plus loin. C'est ça la première condition de réussir. Évidemment, il est prêt à payer le prix. As-tu ta ténacité? Vas-tu y tenir? Hein? As-tu l'équipe? Vas-tu travailler en équipe? Ta famille, c'est déjà un point de départ. Embarque toute la famille là-dedans. Oh, tu ne pourras jamais en sortir. Hein? Fixe-leur déjà que ce que tu fais comme vacances l'année prochaine. Tu ne pourras pas en sortir. Hein? Dis-leur, tu vas voir qu'eux autres, ils vont faire que ça va marcher. Il n'y a pas d'erreur. Hein? Le respect des autres, laisse une chance aux autres de voler. Mais surtout, pars dans ce que tu aimes. Fallait ce que tu aimes. Même si ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, embarque. C'est ça le point de départ. C'est par là que ça part. Puis ça va prendre un effort d'apprendre. Il va falloir peut-être suivre des cours, peut-être falloir lire, peut-être falloir passer des soirées étudier. So what? C'est le fun d'apprendre. C'est pas vrai qu'on a fini d'apprendre quand on finit l'école. On commence. C'est vrai, on commence. On commence à apprendre quand tu finis l'école. À l'école, tu n'apprends rien. À l'école, d'ailleurs, nous joue un tour. Tu sais. C'est pas vrai. C'est pas vrai, l'école, tu apprends quelque chose. À l'école, en fait, on nous prend comme si on était des foyers. Prends des petits gars et des petites filles comme on était des foyers, tu amènes la foyer à l'école. Puis là, le savoir, il rentre. Là, d'un coup, le petit gars fait « la foyer est pleine. » Prends le foyer et tu l'envoies en vacances. Là, ça décante, tu ramènes la chaudière. Quand elle est pleine, là, on met le couvercle. Il appelle ça le diplôme. Puis là, le gars, il part, puis il est chargé à blanc. Il sait tout. Puis là, il rentre dans l'entreprise, puis il dit « Boss, passe-moi des problèmes. » Comme le boss le sait, qu'il connaît déjà, parce qu'il finit l'école, et il passe un problème. Puis là, il essaie à régler le problème avec ses connaissances. Mais pendant qu'il règle le problème, il remarque que tout le monde autour a un sourire comme ça. Lui, il pense que c'est parce que c'est des gars aimables. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein? C'est parce qu'il voit y aller. Hein? Il dit, il va se péter à la fraise tout à l'heure. Hein? Comme de fait. Puis 3 ans après, peut-être, 4 ans même, il revient voir le patron puis il dit, boss, ça ne marchera pas. Puis le boss, il dit, bravo. Tu vois, tu sais pas tout. À l'école, ce qu'on a fait, c'est qu'on t'a préparé une chaudière extraordinaire. Hein? Elle coule pas en tout. Galvanisée. Garantie contre la rouille. Même garantie écrite. Le diplôme. Mais vide ta colique de foyer. C'est dans la vie que tu remplis ta chaudière. Je parlais des finissants il y a quelques années, puis je leur disais, tu sais la différence entre un gars qui finit au MBA et un gars qui finit au cégep en technique administrative? C'est la grosseur de la foyer. Toi, au MBA, tu as une plus grosse foyer. Elle est plus vide, par exemple. Mais tu as une capacité extraordinaire d'en remplir. Ce qui me frappe, c'est que quand on finit l'école, on arrête d'apprendre. Alors que c'est là qu'on devrait commencer. On a perdu la curiosité d'apprendre. On n'apprend plus. Hein? On ne se pose même plus des questions. Pourquoi? Hein? On fait ça, c'est une routine. Comme je disais tout à l'heure. Hein? Mon plaisir, des fois, c'est de demander aux gens pourquoi ils font des choses. C'est extraordinaire. Demandez à une secrétaire qui tape des factures pourquoi c'est en 6 copies. Ah ben, c'est un paquet de 6. Ça vient 6 à la fois. C'est un bloc de 6. Tu dis, oui, mais 5, non, ça a toujours été 6. Ça fait 4 ans que tu mais toujours des blocs de 6. 6 copies. Pourquoi? On va pas demander, hein? Puis je me dis, la curiosité dans l'effort à faire, c'est toujours se demander pourquoi. Je parlais à un laitier l'autre fois, 31 ans laitier, puis je lui demandais l'homogénéisation du lait, comment ça marche? Ah, il dit, très facile, très, très simple. Il dit, vois-tu, c'est un troc. C'est plus des vaches à cette heure, c'est des trocs. Hein, des trocs. Puis là, tu vois le tuyau, tu sais. Là, il met le tuyau, puis là, tu le vois, le lait. Tu le vois-tu, le lait? Le lait, il passe.
Puis là, il tourne dans la bouteille, tout homogénéisé. 31 ans. Là, jamais, tu sais, lui, il livre le lait. C'est pas supposé savoir. Hey, où est-ce qu'il est le mécanisme extraordinaire que tu as dans ta tête? De te poser des questions et de dire, hey, pourquoi j'apprendrais pas un peu plus loin? Pourquoi je n'irais pas un peu plus loin? Pourquoi je n'essaierais pas de me dépasser? Je pense que c'est ça le point de départ. C'est par là qu'on commence. On va aller prendre un petit... je t'ai pas dit café, mais c'est pas du café qui sert. On va prendre un petit quelque chose en arrière. Je vais passer par en arrière, je vais aller signer des livres s'il y en a qui veulent que je mette ma griffe dans un livre, puis on pourra se dire bonjour. On revient dans une quinzaine de minutes. Tada. Tout le monde a réussi à rentrer? Non? Ça s'en vient? Hein? Ça s'en vient. Il y a des gens qui ont été surpris par ma témérité de tout à l'heure, je pense. Hein? C'est vrai qu'il faut être téméraire. Il faut faire des choses, des fois, se dépasser. Hein? Je peux vous dire qu'une des choses que j'ai fait pour me dépasser, c'est venir ici ce soir. Hein? Je pense que les applaudissements, ils vont pas pour moi surtout, parce que si je suis venu, c'est pas de ma faute. C'est parce que j'ai une femme extraordinaire qui a cette qualité fantastique d'avoir la foi. Qui a la foi. Et chaque fois que ça m'a été dans ma vie, c'est toujours elle qui m'a ramassé parce qu'elle a plus de foi en moi comme moi j'en ai en moi. Hein? Puis quand elle m'a dit... quand je lui ai dit qu'il faudrait faire ça dans une salle avec des billets pour tout le monde, elle a dit oui, elle dit, ça existe, c'est tout fait, ça s'appelle des salles de théâtre. Et toute l'organisation, ils vendent des billets. J'ai dit oui, ben on va y penser, puis on n'a pas eu le temps d'y penser. Parce qu'on avait un rendez-vous, puis ça marchait. Alors je disais justement ça ce soir avant de commencer. C'est grâce à toi, je suis rendu là, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est la foi, c'est ça. Évidemment, tout le monde me parle de réussir, mais tout le monde me dit, ben oui, mais moi, c'est pas de ma faute, Jean-Marc. Moi, c'est la faute de ma mère. Ah ben, c'est mon père. C'est parce que le père chez nous, ou c'est parce que c'est le village. C'était tout petit chez nous, puis il n'y a pas grand monde, puis c'est la job. C'est parce que je suis tombé dans la crise. Il y a toujours une raison. Dans le fond, c'est pas vrai. Hein? C'est-tu la seule personne qui est responsable de ta réussite? C'est toi. Il n'y a personne d'autre responsable de ta réussite. C'est toi. Hein? C'est pas vrai que les autres... Tu sais, il y a des gens, des fois, qui disent « Jean-Marc, peux-tu venir motiver mon groupe? » Ça se motive pas, du monde. Je suis pas capable de motiver du monde. Il y a juste une personne pour motiver quelqu'un, c'est lui-même. Je peux aider quelqu'un à se motiver, mais je peux pas le motiver. C'est comme essayer de faire boire un âne qui n'a pas soif. Tout ce que ça fait dans la choyeuse des ballons. Et ça même avec le traitement des briques, hein? Ça marche pas pareil. Ah, c'est pas des farces. Il n'a pas soif, l'âne. Mais donne-y du sel, par exemple. Un gros paquet de sel. 20 minutes après, tu ne fournis pas d'un foyer. Puis en fait, nous autres, ce qui nous arrive, c'est qu'on n'a pas soif. On n'a pas soif. Ça ne nous tente pas de réussir. Ça ne nous tente pas de réussir. En fait, on a perdu quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas quand. Jadis. Ça s'appelle vouloir gagner. Nous autres, on a perdu ça. On ne gagne plus. On est juste dans la moyenne. Bon, faut pas... Tu sais, un gars qui est premier, là, t'as une maudite pression, t'as tout le bureau derrière toi, puis les ulcères, puis tout, c'est pas bon. Puis le dernier, mais c'est très dangereux, tu fais fourrer de voir. L'idéal, c'est d'être dans le milieu. Comme ça, tu passes inaperçu. Hein? On devient des gens dans la moyenne. On est tous dans la moyenne. Vous avez vu la définition d'un gars dans la moyenne? C'est le meilleur des pas bons. Ou le moins bon des meilleurs. Il est juste dans la moyenne. Puis l'idéal des humains à l'heure actuelle, c'est la moyenne. Hein? On a peur de gagner. Regardez, on a enlevé les rangs à l'école. Il n'y a plus de rangs. Non, parce que les premiers, ça décourageait les derniers. Comme ça, tout le monde paraît. Les Olympiques, nous autres, c'était pas de gagner un jeu. C'était de participer. Ils appelaient ça participation. Alors, pour participer, à un moment donné, dans le 500 mètres, en 38e position, tu as vu un gars avec une feuille d'érable. Tu as dit qu'ils sont là. On participe.
Avez-vous l'impression que c'est ça qu'on a dit à Nadia? La petite fille qui a gagné? Avez-vous l'impression qu'on lui a dit, tâche de monter sur le cheval une côte de fois, pas tomber, tu sais? Puis, au moment que t'es là, puis tu représentes. Non, on lui a dit, rien qu'une place pour toi, fille. C'est numéro 1. Gagner. Mais nous autres, on n'a pas appris ça, gagner. On n'a pas appris à gagner. On a peur de gagner. D'ailleurs, tout ce qu'on nous a raconté, c'est quand on perd. On nous a parlé des défaites à tour de bras. Il y a quelques années, j'ai eu une chance inouïe. Et retrouver l'histoire du Canada, régime français par les frères maristes. Oh! Si tu veux apprendre à part, lis ça. C'est tout marqué dedans, hein? C'est au complet. Hein? Tu as toutes les défaites. Évidemment, dans le régime français, on a gagné quelques batailles. Ça arrive des fois, les autres se poussent, tu restes là tout seul, puis tu gagnes. Pas du tout de savoir. Puis quand on gagne, évidemment, ça déconcrisse toute la théorie du frère, qui dit pourtant, il faudrait que je montre comment perdre. Hein? Alors, il commence toujours le paragraphe qui suit une victoire en disant « Il ne se doutait pas qu'il était pour perdre la prochaine fois. » Ça rachète l'affaire. Hein? Puis toute notre histoire, c'est une des défaites. Tout ce qu'on nous parle. À Québec, on te montre les plaines. On dit, tu sais qui a perdu. J'ai été blessé ici, puis il est mort chez eux. À Saint-Eustache, les troupes de 37, on te montre l'église, regarde les trous de balles, sont morts là-dedans. Dans Montréal, pied du courant, c'est là qu'ils ont été pendus, patriotes. Vieux-Montréal, Maison Papineau, c'est là que c'est caché, qui est après se faire tuer avant de sacrer son genre de tout le long. Quand est-ce qu'on a eu une victoire? De l'or des Ormeaux. Saviez-vous que de l'or des Ormeaux, d'après le frère, avant d'aller défendre la jeune colonie au Lonceau, a d'abord été à la confesse et communié, car il savait qu'il était pour mourir. Qui vient de ça, tabarnak, qu'il était pour mourir? Hein? Napoléon est à la guerre tout le temps de sa vie, il est mort tout seul sur une île. Mais Napoléon, quand il partait pour la guerre, il mettait sa main ici, puis il disait, qui viens voir la bataille. Puis il gagnait, lui. Hein? Regardez nos héros, nos statues. À côté du Concorde, t'as la statue de Montcalm. T'as un ange pour tenir Montcalm. Enlève l'ange, Montcalm, c'est quoi. Il y a toujours un ange qui nous tient debout. Puis regardez en face, il y a un petit restaurant, je ne vais pas faire de publicité pour eux autres, mais ça s'appelle le Bonaparte. Hein? T'as un petit Napoléon à peu près de 4 pieds et demi. Cet hiver, il t'a pas du dans neige jusque-là, mais il t'a drette comme un piquet à caisse. Lui, il gagne. Puis juste en arrière de Montcalm, en arrière du Concorde, t'as Jeanne d'Arc. Elle est debout sur le cheval. Comment ça, nous autres, on n'a pas, on n'a jamais été debout sur un cheval? Où est-ce qu'ils sont les statues où on nous montre debout? Où est dans notre histoire, ce bout-là, où on disait aux gens, gagner. Où on parlait de victoire. On n'en parle plus de victoire. On a peur de gagner. On a peur de montrer qu'on gagne. On a peur d'avoir des trophées dans notre vie. C'est toi quand il y a des trophées, qu'est-ce que les autres vont dire? C'est vrai. Je connais quelqu'un, son rêve, c'est une Jaguar. Il aimerait ça avoir une Jaguar. Je le rencontre l'autre fois, je dis, puis, as-tu ta Jaguar? Oui, je dis, non. J'ai changé de char, mais pas acheté une Jaguar. Non, on est parlé avec ma femme, ça, les fous, ça. Les voisins vont jaser. Je t'ai acheté une Chevrolet. Pas le gros, le moyen, pas ça paraisse. Une couleur pas voyante. T'sais, on n'est pas obligé d'admirer tout chez les Américains, mais ils ont une chose d'extraordinaire, les Américains. J'ai jamais vu un Américain en Europe se faire passer pour un Polonais. Hein? C'est vrai? Il arrive avec sa gomme ballon, monsieur, puis il mange, puis I'm an American. Hein? What's the best? Hein? Puis il sort les greenbacks, puis il flippe. Hein? Il a l'affaire, lui. Hein? Il est fier d'être lui. Mais tu savais, Québécois? Quand on arrive en Europe, les gars demandent d'où on vient. L'Amérique du Nord. Très grand. Hein? On a peur de dire d'où on vient. Cet été, j'ai eu une chance. J'étais en voyage en Russie. À l'autre bout de la Russie. J'étais avec un Québécois de 63 ans. Puis les Russes nous demandaient d'où on venait. C'était drôle de voir le Québécois qui disait « Moi, monsieur, Saint-Barthélemy. » Il était parfait. Il disait même pas quel continent. Saint-Barthélemy. Il était fier. Puis, c'est vrai que c'était un gagnant, ce gars-là, parce que quand je lui ai dit, je lui ai demandé, il y a une carrière à Saint-Barthélemy. J'ai dit, es-tu grande ta carrière à Saint-Barthélemy, mon oncle Émile? Grande. La plus grande de Saint-Barthélemy. Puis, il gagne. C'était un winner, mon oncle Émile.
Mais nous autres, c'est pas ça, on a peur de gagner. On nous a enseigné à perdre. À perdre avec un sourire. Tu ne peux pas te les gagner, un humoriste, une longue saison. Qui c'est qui l'a dit que tu ne peux pas te les gagner? C'est écrit dans les livres, hein? Non, mais c'est le même. La moyenne. Hein? On travaille sur la loi de la moyenne. On nous montre à perdre. Il y a un gars extraordinaire qui vient encore, qui est un quart arrière au football américain, qui s'appelle Fran Tarkenton. Il y a un de mes amis qui m'a envoyé un petit livre d'ailleurs, je le remercie beaucoup parce que c'est formidable de lire la vie de ce gars-là. Hein? Il y a une petite plaquette de rien. Dedans, il dit « I don't have time for losing ». J'ai pas le temps de perdre. Nous autres, peut-être, on a un problème. On a trop de temps pour perdre. On a du temps de trop. On a des passe-temps. Et un des passe-temps, si tu fais. Ça fait un passe-temps comme le voilà quoi d'autre. Tu fais ça, tu peux pas toujours gagner. Fran Tarkenton raconte à un moment donné, on lui demandait comment ça fait que tu gagnes toi dans la vie, Tarkenton. Il dit, c'est facile, pourquoi je gagne? J'ai la victoire en dedans. Moi. Je laisse ça au départ que je vais gagner. Puis j'ai pas appris ça tout seul, il dit, j'étais haut de même. La première fois qu'on m'a mis un football dans les mains, le coach est venu, m'a mis un football, il m'a dit, hey, petit gars, c'est pas fait pour jouer ça. C'est fait pour gagner. Avec ça, tu peux gagner dans la vie. Puis pas de farce pour ce coach-là, monsieur, on gagnait. On aurait pu passer à travers un mur de briques pour ce coach-là, tellement on était convaincus qu'on voulait gagner. On ne gagnait pas tout le temps. Des fois, on perdait. On revenait dans la salle des joueurs, après, le coach ne disait pas un mot. Puis j'ai juste nous regarder de même. On venait à peu près haut de même. On disait, là que la prochaine, on va gagner. Puis on gagnait! Mais évidemment, nos parents nous regardaient aller, puis disaient, ceci n'est pas normal. Après tout, la vie n'est pas une série de victoires. Il y a aussi des défaites. Il faudrait qu'ils apprennent à perdre sans se choquer. Avoir un bon tempérament. Pas garocher tout, casser tout quand tu perds. On commençait à convaincre les enfants à perdre. Puis il a dit cette phrase formidable qui serait bonne dans le Québec. Montre-moi quelqu'un qui perd avec un sourire. Je vais te montrer quelqu'un qui perd régulièrement. Puis nous autres, on perd avec un sourire. On ne gagne pas, on dit de toute façon, je ne le voulais pas. Non, moi, je le faisais juste pour l'humiliation, mais j'étais certain au départ, ça ne marcherait pas. C'est ça, on a appris à perdre avec un sourire. C'est pas ça qu'on aurait dû nous montrer. Puis nos propres vies sont faites comme ça. Puis on commence très jeune, hein? Très, très jeune à perdre. Vous rappelez-vous vos rêves d'enfant? Vous rappelez-vous vos rêves merveilleux d'enfant? Rappelles-tu le bateau que tu voulais avoir? Il était-tu bateau? Hein? À 3 ans, monsieur, le bateau. 45 pieds le bateau. 2 cabines, hein? 2 moteurs, 2 membres d'équipage. Hein? Puis ton père, qui est un peu taquin, dit comment est-ce que tu vas le faire passer dans la rivière? Tu dis, si la rivière n'est pas assez grande, on va creuser la rivière. Hein? Hein? Il n'y a pas de limite à la grandeur des rêves d'un enfant. Hein? Les rêves, quand tu es petit, c'est énorme. Il est là, ton bateau. Il est énorme. Tu es un winner quand tu es petit. Mais évidemment, tu deviens un adulte. Puis avec l'adulte arrive la maturité. Et avec la maturité arrive la petite boule des revenus. Là, tu dis, qu'est-ce la grosse boule des rêves, elle rentrera jamais dans la boule des revenus. T'es rendu un être mûr, quoi. T'es à la veille de tomber de l'arbre. Hein? Fait que tu dis, la solution la plus simple, c'est quoi? Rapetisse la grosse boule. Puis le gros bateau que tu voulais à 3 ans devient une chaloupe. Une verchère, mais avec une paire de rames neuves. Puis là, tu rationalises l'affaire, tu dis, après tout, c'est tout à fait normal. Hein? Si tout le monde commence à avoir des gros bateaux, est-ce qu'on va aller avec la crise du pétrole? Hein? Les gens vont manquer de l'huile à chauffage. Tout à fait normal. Pour ça, pollution par le bruit. Tu vois, tout le monde a des gros bateaux, le vacarme que ça va faire sur le lac. Il n'y a pas que ça. La question d'exercice physique, la rame, c'est très bon. À 6 heures le matin, je fais de l'exercice, c'est pour me développer. Mais non, le fond, c'est quoi? C'est tu t'es rapetissé, fait. Tu t'es rapetissé. Tu as rapetissé tes rêves. Des grands rêves. Je regarde des gens qui me disent, ils voudraient avoir la maison sans montagne. Puis tu les vois 25 ans après, sont alloyés au 2e dans le centre-ville. Je me dis, j'ai bien fait de ne pas l'acheter sur la montagne. J'étais un crise de trouble l'hiver, sablé à la côte, puis le déneigement. C'est bien mieux dans le 2e quand les toilettes bouchent, mais c'est pas tes toilettes, tu dis au boss, tes toilettes sont bouchées. Ben moins de ça. Mais dans le fond, c'est encore rapetissé. Et vous qu'on passe sa vie à se rapetisser. On passe sa vie à se faire des limites. On passe sa vie à s'encastrer. On passe sa vie à apprendre à perdre. On s'habitue à perdre. C'est vous ce qu'il y a d'extraordinaire, le maître drapeau? Je l'ai trouvé l'autre fois. Il rapetisse jamais cette boule-là. C'est bien ça, pareil, hein?
Il grossit celle-là. Il rouvre le robinet. Hein? Mais dans le fond, il y a quelque chose d'extraordinaire, le maire Drapeau. Il voit grand. Puis peut-être que nous autres, on voit trop petit. On n'est pas habitué à voir grand. Tout ce qu'on voit, c'est des petites affaires. Tout ce qu'on voit, c'est des choses qui ne marchent pas. On est déjà des perdants au départ. Le maire Drapeau, bon, remarquez, c'est beau un stade olympique. Il est beau. On se promène dans les autres villes du monde. Chaque fois que tu vas dans une autre ville, tu regardes le stade. Tu dis, ah, c'est magnifique, je suis venu au stade de Zurich. J'ai vu le stade de New York. Puis toi, tu te promènes dans Montréal, puis tu dis, ah, cher en caisse. Hein? Les gens n'ont même pas un portrait de ce stade-là. C'est un stade magnifique. C'est beau, cette affaire-là. On a peur de voir des grandes choses. D'ailleurs, j'entendais quelque chose d'extraordinaire l'autre fois à la radio. Un architecte québécois qui a travaillé pour Taïbert. Mais pour les Rio, mais avec Taïbert. Puis le gars qui l'interviewait, il a demandé, il dit, est-ce qu'on a eu des architectes au Québec qui auraient pu faire un stade pour les Olympiques? On dit seulement un plus petit. Ça m'a frappé. Hein? On aurait fait peut-être un plus petit. Je pense qu'il faut commencer à avoir la mesure de notre pays. Puis notre pays, il n'est pas petit. Comment peux-tu avoir des petites idées d'un grand pays? Je sais pas si vous avez déjà réalisé quelque chose. Hein? Le Québec va être grand à condition que les Québécois soient grands. Avec des petits Québécois, tout ce qu'on va faire, c'est du fromage. Tu ne feras jamais un grand Québec avec du petit Québécois. Pas plus que tu vas faire un grand pays qui s'appelle le Canada avec des petites provinces. Ça prend des grandes provinces. Ça prend des gens qui voient plus grand. Puis nous autres, on a peur de voir grand. On s'est rapetissé dès le jeune âge. Hein? Je fais souvent des tests avec des jeunes. Remarquez que c'est très matérialiste, d'accord, mais je trouve ça le fun pareil comme test. Je demande à des jeunes, comment est-ce que vous voulez gagner 5 ans pour être sorti de l'école? 5 ans. Puis ils me mettent d'habitude 10 000 $. 10 000 $, Jean-Marc, ça sera pas mal, 5 ans. Tu vois, c'est pas mal. Qu'est-ce qui arrive, je d'autres la virgule, puis je mets un zéro de plus. 100 000. 100 000, 5 ans pour avoir fini l'école, Jean-Marc, ça n'a pas de maudit bon sens. Correct, d'abord, tu vas avec 10 000. Mais je me dis, dans le fond, c'est-tu incroyable que des finissants, avec tout l'avenir, avec un génie en l'air ici, avec des années en avant d'eux autres, puis déjà, ils ont commencé à se mettre des petites limites. Déjà, ils sont nés pour un petit pain. Un pas riche, moins honnête. C'est-tu vrai? Puis c'est de là qu'ils viennent, nos dictons. On a peur de gagner. Toute notre vie se passe à pas gagner. Toute notre vie se passe à se tourner autour des petites choses. Quand est-ce qu'on va en sortir? Quand est-ce qu'on va éclater ça et qu'on va dire « Hey, on a des choses extraordinaires au Québec. » La plus grande municipalité au monde, au point de vue territorial, est au Québec. C'est où ça? La municipalité de la baie James. 1/5 de la province est dans un territoire d'une ville. C'est une grande, grande ville. Tu es capable de me nommer des records qu'on fait au Québec? Des choses extraordinaires qui sont arrivées au Québec? On n'a pas ça. On n'a pas ça. On a peur de gagner. Puis dans nos familles, c'est pareil. Aussitôt qu'il y en a un qui commence à poindre, hein, le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. C'est-tu vrai, le fond? C'est-tu vrai? Au lieu de s'aider à monter et de dire « Hey, gagne donc, gars! T'as tout devant toi! » On fait l'inverse. Maintenant, j'ai découvert, par exemple, pourquoi on ne pouvait pas gagner. Ah, j'ai trouvé fait une découverte extraordinaire. Ça dépend d'une faculté que tous les humains ont, que vous avez vous autres ici. Ça s'appelle la mémoire. Ça, la mémoire, monsieur, ça tue tout. Puis on donne des cours de mémoire dans les écoles pour le mémoriser plus facilement. Hein? Parce que la mémoire, il y a rien qu'une chose que tu te rappelles, c'est les affaires qui ne marchent pas. Hein? Les affaires qui marchent, tu ne te rappelles jamais. La preuve, tu ne te rappelles pas du gérant de banque qui t'a prêté la dernière fois. Tu te rappelles du serpent qui t'a refusé un prêt il y a 15 ans. Que j'y vois encore la fraise. Il y avait un cigare long. Oh, hein? Pourquoi? Ça t'a fait mal. Tu sais, j'ai déjà dit, puis c'est peut-être bon, tes fesses branchées direct sur la mémoire. C'est vrai. Tu te rappelles assez des coups de pied que tu manges que tu dis la meilleure façon de ne pas manger de coups de pied, c'est de rester assis. Comme ça, le gars, il fait sur le siège. Hein? Puis là, il y a un gars qui passe, puis il dit, le gars qui donne des coups de pied est parti. Oh, si je fais rien, il va en venir un autre. Moi, je le sais, la mémoire. Je connais ça, hein? J'ai une mémoire. C'est ça, notre mémoire. Puis dans le Québec, c'est quoi la devise du Québec? Je me souviens, calique. On est tout accrochés sur la mémoire. On se rappelle que des bouts qui ne marchent pas. On travaille ça tout le temps. Avez-vous déjà réalisé qu'un enfant ne prendrait pas à marcher s'il avait la mémoire?
qu'un petit bébé qui marche, s'il y avait de la mémoire, il ne marcherait jamais. Il se pète la tête sur la chaise, il se pète la tête sur le frigidaire, il se pète la tête sur le poids, il dit, OK, je continue de même, on va me tuer ici de certain. Ça finirait là, il n'y a pas de mémoire, il se relève, il repart, puis tu dis, il va se la péter encore, il n'y a pas d'erreur, hein? Mais j'y pense pas. OK, faites un exercice, ben, faites-les pas, c'est pas drôle, mais prenez un petit bébé, mets-le dans la cuisine, puis ouvre la porte de la cave. Ça prend entre 7 et 10 minutes. Il arrive juste en haut de la porte de la cave, il regarde en bas, il dit, ouh, très joli en bas. Hein? Et il se pète la fraise, ça n'a pas de maudit bas. Il se fait mal, c'est pas possible. Tu le frottes, tu le cajoles un peu, 20 minutes après, il est congelé. Remets-le dans la cuisine, rouvre la porte de la cave. Le même scénario, 7 à 10 minutes, il arrive à la même place. Il dit, ouh, très joli en bas. Je l'ai encore. Là, tu te rends, tu dis, qu'est-ce qu'il est malade, cet enfant-là? Ça fait 2 fois qu'il tombe là, en 20 minutes, il fallait l'examiner, il a tombé sa tête. Tu réalises pas que l'enfant est après à apprendre à descendre dans la cave. Mais prends un adulte. Un adulte, par exemple, en haut de la porte de la cave, il regarde en bas, puis il dit, ouh, très joli en bas. Puis il manque la première marche. Il se pète la tête sur le ciment. Là, c'est un adulte, il a de la mémoire. Il se relève tranquillement, puis il dit, un gars peut se tuer, c'est. Non, pas de faire, c'est un gars qui tombe sur le ciment, même fracture du crâne, on peut rester là, pas avoir laisser personne dans la maison, puis passer 5 heures sans connaissance, il aurait pu être mort. Dangereux en mots, juste une cave, hein? Faut jamais tomber dans la cave, très dangereux. Meilleure façon de pas tomber dans la cave, c'est quoi? Il reste dans la cave. C'est vrai, hein? Il reste dans la cave. Qu'est-ce que ça fait un juif le lendemain de sa faillite? Il repart. Un Québécois, le lendemain de sa faillite, il fait quoi? Il cherche une job au gouvernement provincial. Il devient un expert du ministère de l'Industrie et du Commerce. Tu dis, je pense de partir, tu dis, veux-tu que je te parle de mon cas? Rien de cet œil. Avez-vous déjà réalisé que la plus grosse pâtisserie du Canada est à Sainte-Marie-de-Beauce? Hein, c'est ça? Il n'y a aucune raison que je sois là. Il n'y a pas de sucre dans le bout, la farine n'est pas terrible, les Beaucerons ne mangent pas des gâteaux effrayants, les routes sont pas bonnes, il n'y a pas de marché, il y a tout con. Il y a juste une affaire, le père Vachon, lui, il y avait une raison pour être là. C'est à côté de chez eux. Sors de chez eux, non, t'as pas de sous. Hein, c'est parfait! Il l'avait! On a-t-il été chanceux qu'il n'a pas fait appel à un conseiller? Il n'aura jamais parti. Non, le gars, il aurait dit, il a tout expliqué pourquoi, ça ne marchera pas. Mais lui, il n'a pas fait appel à un conseiller, il est parti. Avez-vous déjà réalisé pourquoi un finissant de l'école des hautes études ou de Laval, en commerce, ne part jamais en affaires? Il étudie pendant 1 an la loi de la faillite, okay, c'est pas pour partir. Il sait comment ça marche! Mais prends un gars qui a fini en 4e année, mais en fait une forte 4e, il est allé au bout de sa carte. Lui, il part. Il part. Il ne sait pas, lui, il ne s'est pas supposé marcher, il ne l'a pas étudié, la faillite. C'est ça le défaut de la mémoire. Puis on véhicule ça, la mémoire. Puis remarque, c'est pas ta mémoire qui est importante, la mémoire des autres autour. Tous les gens qui t'entourent, tu sais. Tu reviens d'un pep talk extraordinaire, tu arrives à la maison, tu dis à ta femme, là, elle l'est. Watch-toi, là, demain, ça va revoler. Elle dit, ouais, comme hier. Vous décompressez sa patente. Hein? C'est sa mémoire. La mémoire de l'autre fait pareil. Puis on passe de mémoire en mémoire. Notre collectivité a une mémoire. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui marche, on dit, ouh, très dangereux, mais quand il y a un gars qui marche le même, t'as tombé. Hein? Puis il y a des gens qui partent jamais parce qu'ils ont la mémoire. On s'en rappelle. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? On remplit notre mémoire. On remplit notre mémoire continuellement. Les journaux, les revues, les nouvelles. Hein? Tu écoutes les nouvelles à 6 heures le soir. Ta mémoire est remplie. D'autres affaires qui arrivent. Hier soir, il y avait du brouillard, puis il y a quelqu'un qui partait en auto, puis elle me dit, penses-tu que c'est dangereux? Je ne pas de danger pantoute. Il y a rien que les 747 qui se pètent la fraise dans le brouillard. Tu sais, la mémoire. Toi, c'est un Dodge, ça va passer. Mais la mémoire, les gens n'ont pas en mémoire comme ça. Hein? On est accroché continuellement sur notre mémoire. Si on pouvait avoir autre chose, ça devient tellement, ta mémoire tellement prise, qu'à un moment donné, tu n'oses plus rien faire, parce que tu as des expériences méchantes, mauvaises de chaque côté. Tu deviens comme avec des œillères. J'ai déjà parlé de mon expérience, ben, il y en a qui la connaissent certains, je fais rien, je la redonne pareil. Mon expérience de barracuda, extraordinaire. Dans le sud, il y a des spectacles de poissons, tu sais, ils font des pestacles de poissons. Puis un jour, j'assistais à un pestacle de poissons.
Puis là, j'arrive, t'as un aquarium, c'est circulaire. Un aquarium à peu près 20 pieds de diamètre. Puis dans l'aquarium, il y a à peu près 3 pieds et demi d'eau. Puis dans l'aquarium, on a mis un barracuda. Ben, je ne peux pas te t'avoir le dessin et le reste, mais c'est un barracuda. Un barracuda. Long de même. C'est un petit barracuda. Un barracuda vient bien plus gros que ça, 70-100 livres, un barracuda. Hein? Mais même petit de même, ce barracuda-là, il a déjà la bouche longue de même, puis il a déjà les dents grandes de même. Puis ça a une grande qualité, les barracudas, ça aime beaucoup la peau, ça mange les doigts, c'est très fort. D'ailleurs, le gars qui te vend des tickets, il est à manger de même. Tu dis aux enfants, mettez pas vos doigts dans le lot, le poisson, il est là. Hein? Puis en plus, pour te prouver que le poisson est bien là, on l'a affamé, le poisson. Hein? Ça fait 2-3 jours qu'il n'a pas mangé. L'eau est claire. Hein? Puis quand tu arrives, on te donne des espèces de... Ben, on ne te donne pas, c'est aux États-Unis. On te vend des espèces de... aux États-Unis. On te vend des espèces de petits sacs de miettes de pain que tu garoches sur l'eau. Puis les miettes n'ont pas de chance de toucher à l'eau que le poisson sort les chercher. À une vitesse incroyable. Hein? Tellement qu'au bout de 20 minutes, il a sauté tellement ce barracuda-là que tu te demandes s'il n'y en a pas 5-6 dans le bac. N'est qu'un, mais il a faim puis il est vivant. Quand tu fais une demi-heure, tu garoches des miettes, un gostan. Là, les gars viennent puis ils disent, maintenant, vous allez voir le pestacle. Là, ils prennent une plaie de glace puis ils divisent l'affaire en deux. Puis de l'autre côté, ils mettent un tout petit poisson qui s'appelle un merlan. Ça, des barracudas, c'est fou de ça, des merlans. Elle aime beaucoup, beaucoup les merlans. Aussitôt que le merlan il touche à l'eau, qui départ, hein, une espèce de vitesse. Hein, bedingue dans la vite. Il se pète la fraise, là, vite, vibre, monsieur. Puis il recommence, juste bedingue dans la... Mais c'est pas fou, un barracuda. Au bout de 3-4 fois, il dit, je continue de même, moi, me tuer, moi, c'est certain. C'est quelque chose de pas normal. Puis là, tu le vois partir, puis il met un break. Puis il touche la vitre. Puis là, il revient. Puis tranquillement, il commence à faire une espèce de périple tout le tour de la vitre. Il est après à apprendre qu'il y a une vitre. Hein? Il se promène. Il commence rapidement, puis il va de moins en moins vite. Pendant ce temps-là, le merlan, je ne vous dis pas ce qu'il fait, mais il le fait. Il a des culottes brunes. Il est très triste, le merlan. Parce que quand il va à la vitre, il va venir à une maudite vitesse. Au bout de 3/4 d'heure, ils viennent, les deux gars, puis ils ôtent la vitre. Puis Kid, il continue à tourner. Ça, il prend 24 heures avant d'oser traverser. La vitre est rendue là. Tu sais, tu t'approcherais de lui et tu dirais, hey, il n'y a plus de vitre, je ne fais rien, on va en mettre un autre, je les connais. Il est branché sa mémoire. Il vient de se brancher sa mémoire. Puis malheureusement, c'est ce qu'on fait. On se branche sur la mémoire. Hein? On devient tout barré. Puis remarquez, qu'est-ce qu'on analyse dans sa vie? Qu'est-ce qu'on y met? C'est où la solution pour vaincre ça, la mémoire? Les gens me disent, Jean-Marc, qu'est-ce que tu ferais pour de la mémoire? La mémoire, c'est facile. Commence à y mettre des succès. Oublie toutes les défaites du passé. Lis jamais des affaires de défaites. Si c'est une affaire de défaite, serre-les, dis-lui, il est terrible. Pas bon. On va prendre quelque chose qui gagne. Puis tranquillement, tu vas remplir ta mémoire de gagnant. Mais même dans ta propre vie. Je dis ça souvent en farce, mais faites-le à soir en arrivant, sérieusement. Même ceux que ça fait 3 fois qu'ils l'entendent. Vous ne l'avez jamais fait, probablement. Faites-le à soir. Prenez une feuille de papier en arrivant à la maison, là. Puis devant, sur la feuille de papier, d'un côté, mettez 5 de vos qualités. Sans répéter 2 fois la même. Il y en a des gens qui arrivent au numéro 3 puis ils disent je suis un homme. Ils disent c'est pas une qualité, c'est standard equipment, ça, frère. Il n'y a rien là-dedans. C'est pas une qualité. N'as-tu des qualités? Non, pas. Rendu numéro 3, tu n'y penses pas. Mais tourne la page de bord puis mets défauts. De même. Tes défauts, ça sort comme ça. Puis si t'en manques, demande à ta femme, elle va te donner les autres. Elle va sortir comme ça. C'est incroyable comme on a des défauts. Regarde les gens qui prennent un verre. Tout ce qu'ils parlent, hein? Moi, la place où je n'arrache, le bout, j'ai de la misère. Qu'est-ce que je fais de travers? Rien que ça. Verrais-tu un gars qui arriverait à un bar un soir et il dirait, hey les gars, je suis un génie. Les gars diraient, ouais, je suis fatigué, prends une autre bière, pas aussi. Parce que tu ne peux pas dire que tu es génie. Pourtant, il y en a des génies. Savez-vous que dans la salle ici, il y a des gens géniaux? N'as-tu vu un qui a dit ça tout à l'heure? As-tu déjà demandé à un gars s'il est intelligent ou une femme? Même une femme, es-tu intelligente? Dans moyenne. Hein? Pourtant, il doit y avoir du monde qui dépasse ça un peu. On ne le sait pas. On ne s'est jamais regardé. Quand est-ce qu'on va commencer à se regarder et dire, moi, je suis un génie. Moi, je suis smart. Mais veux-tu des qualités? C'est pas ça. Regardez les gens qui vont chercher du travail, les jeunes qui allaient monter sur le marché du travail cette année. Qu'est-ce que c'est vos qualités? Qu'est-ce qu'on va offrir à un employeur? Je vois des gens qui viennent et ils disent je suis libre. Ça, c'est la principale qualité, ils sont libres.
Tu l'as fini l'assurance chômage, il n'y a pas le droit au bien-être. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais c'est pas ça la qualité. La qualité de base, c'est qu'est-ce que t'es comme homme. Et vous, Golda Meir disait une chose extraordinaire. Lisez ça, cette vie-là, c'est une vie formidable. La vie de Golda Meir par elle-même, à part ça. C'est bien le fun. Elle demandait à ses enfants, elle leur a jamais demandé ce qu'ils feraient plus tard. Non, elle demandait ce qu'ils seraient. Puis je pense que c'est ça qui nous manque. On ne sait pas qui on est. On essaie de faire des choses, puis on oublie d'être. Puis tout ce qu'on a dans notre mémoire, c'est des choses par rapport à des faits. Un fait, c'est pas être. Tu peux avoir fait faillite, ça ne veut pas dire que tu es un failli. Tu peux avoir fait une erreur, ça ne veut pas dire que tu es une erreur. Mais les gens se promènent, ils ont fait une erreur, ils disent c'est ça, c'est une erreur. Puis ils viennent tellement bâtis là-dedans, ils viennent tellement entrer dans leur mémoire qu'ils n'osent pas en sortir. Ça devient comme une image. Vous savez qu'il y a un gars qui a fait une étude extraordinaire de ces gens-là. Voyez-vous ces gens-là qui ne s'aiment pas à l'intérieur parce qu'ils se pensent des erreurs? Tu vois arriver chez eux le soir, hein? Putain, il te donne un coup de pied au chien, monsieur. Le chien prend le vagues. Ça, grave. Il ne sait pas pourquoi il mange un coup de pied, ce chien-là. C'est vrai. Il a fait une erreur, il a passé là à 5h10. C'est ça. Mais pourquoi on fesse le chien? C'est parce qu'on ne s'aime pas. Puis pourquoi on ne s'aime pas? C'est parce qu'à l'intérieur de notre mémoire, on s'est bâti un dossier négatif. Il y a un gars qui a fait une découverte extraordinaire il y a à peu près une quinzaine d'années, je pense. Une quinzaine d'années. Une découverte fantastique. C'est un chirurgien en chirurgie plastique. Ça, c'est le gars qui rapetisse les bouts trop gros puis grossit les bouts trop petits. Puis il disait, moi, la job, c'est extraordinaire. J'ai une job en or. C'est une job pas possible. Il dit, il y a des gens qui arrivent chez nous, par exemple, au bureau, là, tout triste, puis ils disent, docteur, ça ne marche pas pendant toute mon affaire. Je dis, non, qu'est-ce qu'il y a? C'est les oreilles. J'ai des trop grandes oreilles, docteur. Regardez-moi cette grandeur d'oreille-là. C'est pas possible. Le monde ne me regarde pas, il regarde avec mes oreilles. C'est tellement vrai, tout à l'heure, votre secrétaire, elle m'a pas dit bonjour, elle a juste fait, j'ai dit, ça y est, les oreilles, ça vient les voir, hein? C'est pas des fers, c'est plus fort, docteur, ça n'a pas de bon sens, je peux pas vivre avec des oreilles de même. Puis dis-moi, je regarde le gars comme médecin, puis ils sont pas si écartés que ça. Moi, en tout cas, si ça peut l'aider. Petite opération, je dis au gars, couche-toi, gosse de chaque bord, tasse les oreilles. Envoie le gars en vacances. Le gars revient 3 mois après, monsieur. La chemise de couleur, la cravate de couleur, il dit, hey, c'est parfait. Doc, vous m'avez sauvé. C'est extraordinaire, Doc, je me sens un autre homme. Je me dis, c'est formidable, hein? Tu gosses les oreilles d'un gars, tu changes un gars. Mais ce qui me fatiguait, c'est le cas identique. Du gars qui arrivait en chemise blanche. Même problème d'oreille. Pour l'aider, je le couchais, gossais, voyais le gars en vacances. Le gars revenait aussi triste qu'avant. Puis il disait, docteur, ça va marcher. C'est comment ça? On est encore écartés, docteur. Mais je disais, ben non, ils n'ont pas écarté, c'est parfait, la cicatrice paraît plus. Ils disaient, oui, mais ils sont encore bien écartés. Je voyons, non, je continue à gosser, ils vont rentrer dans la tête, ce ne sera pas beau pantoute. Mettre du poil par-dessus, je vais être très, très beau, c'est parfait. Puis le gars, moi, je suis né avec des grandes oreilles, je vais toujours avoir des grandes oreilles. Puis je me disais, comment ça se fait que dans un cas, ça a changé de gars, puis dans l'autre, ça ne l'a pas changé? Savez-vous qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a découvert qu'à l'intérieur de toi, tu as une image de toi. Que ta mémoire fait, en fait. Une image de toi. L'image de gars qui marche ou l'image de gars qui ne marche pas. L'image de gars plein d'erreurs ou l'image du gars plein de succès. Puis si tu as une image pleine d'erreurs, qu'est-ce qui t'arrive quand tu as un challenge? Tu dis, pour moi, ça ne marchera pas. Malchanceux comme ça, moi, je suis certain que ça ne marchera pas. Non, mais je l'ai déjà essayé, d'ailleurs, ça n'a pas marché. Tu vois, je peux bien l'essayer, bah, une soirée, je vais le manquer. Je le manque tout le temps. Puis deux semaines après, tu reviens, tu dis, bah, je l'ai manqué. Oui, tu sais, ça ne marche pas. Je suis pas capable. Tu as bâti une image négative. Puis c'est pas ça, dans le fond, qu'on a. Notre mémoire, avec tous nos insuccès, avec je me souviens de mes défaites, c'est pas ça que ça a fait une image inverse. Au lieu de se voir gagnant, on se voit perdant. Au lieu de se voir réussir, se dépasser, on se voit toujours régresser. On dit, c'est effrayant, j'étais meilleur, je le disais. Oh, le père, pour moi, je vais en reperdre encore. Ben, écoute, je peux pas te t'avoir, c'est pas de ma faute. Ça a mal été, puis je suis né au mauvais temps. Je suis dans le mauvais cycle. C'est pas vrai, pas tout. Hein? C'est le cycle économique. Hein? Mon cycle biothermique et thermique pas parfait. Puis chez moi, scorpion, ça marche jamais. Ça poignera jamais. Regarde, un scorpion, je vais encore tout le défaire. Tu vois, je suis scorpion, je défais tout. Regarde-moi bien partir à le défaire.
Puis le gars le défait. Il dit, vois-tu, scorpion, il est défait. On fait ça toute sa vie. On voit tout ça dans notre vie. Quand est-ce qu'on va corriger ça? La façon de le corriger, commence à examiner tes qualités. Commence à enregistrer des succès. Écris-les, tes succès. Fais une liste. J'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. On a réussi des tonnes d'affaires. J'ai fait telle chose, j'ai conquis telle affaire. J'ai passé à travers tel cours. J'ai étudié telle chose, mais je suis entré telle affaire dans la tête. C'est formidable, pourquoi pas? C'est ça des succès. C'est de succès en succès par la suite. Évidemment, je viens de dire, Jean-Marc, on ne peut pas gagner tout le temps. C'est vrai. C'est vrai qu'on va perdre. À chaque fois qu'on perd, ça fait mal en dedans. Ça fait tellement mal qu'on dit, c'est la dernière. Avez-vous lu la vie de Cassius Clay? Patterson, un jour, a dit une chose fantastique à Cassius Clay. Il a dit, Cassius Clay, tu n'es pas encore un champion parfait. Il a dit, non. Tu vas être parfait quand tu auras perdu. Tu seras parfait quand tu auras perdu. Parce que quand tu te verras couché à terre, puis tu entendras les gens crier, puis dire, descends-les, descends-les, tu sauras que c'est la dernière fois que tu vas subir ça. Que jamais plus tu seras par terre. Patterson, il dit, quand je me suis fait casser la mâchoire, je ne me rappelle pas par qui, il y en a qui le savent peut-être, je me suis fait casser la mâchoire, et j'étais sur le lit d'hôpital le lendemain, avec la mâchoire dans les broches, puis toute la patente. Puis la phrase de Patterson me revenait dans la tête, puis il disait, c'est la dernière, jamais plus. C'est ça que ça sert, une défaite. Une défaite, c'est de dire, jamais plus les pieds dans ces plats-là. Ça ne veut pas dire que tu ne les mettras pas dans un plat ailleurs. Là. Oh, ça c'est la moyenne. Hein? On se les met toutes dans un plat. Il y a d'ailleurs un monsieur extraordinaire à Montréal qui est parti d'une entreprise que je trouve formidable, qui est mort maintenant, il n'est pas mort de ça, qui avait cette phrase formidable, il disait, quand un gars fait une erreur, passe par-dessus. Puis quand il fait 2 fois la même erreur, passe dessus. Puis je pense que d'avoir fait une erreur, il n'y a rien de grave là-dedans. On en fait tous. C'est de continuellement la répéter, ça c'est plus grave. Mais d'apprendre d'une erreur, c'est extraordinaire. C'est toujours les bouts de toffe qui fait que tu apprends. Une partie des choses, du moins. Moi, je peux vous dire que dans ma propre vie, pour parler des expériences personnelles, c'est les bons coups de pied que j'ai mangés, puis j'en ai mangé des fantastiques, qui m'ont fait avancer. D'ailleurs, avez-vous déjà réalisé qu'un gars qui mange un bon coup de pied, là, bien appliqué, n'ai jamais vu un reculer, moi. Ah, il avance au moins de 2 pieds. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que t'es 2 pieds en avance sur le gars qui a fessé. Non, c'est vrai. Quand tu le regardes, tu te dis, mais le problème, c'est que tu restes là. Manger un bon coup de pied, c'est pas grave. Tu vas continuer pareil. Tu vas progresser pareil. Ce qui est important, par exemple, c'est de dire, à ce temps, je continue. Oh, remarquez que c'est tough. Que c'est difficile. Oh, ça, il n'y a pas d'erreur. Mais réussir puis se dépasser quand c'est facile, il n'y a rien là. Tu sais, ça ne prend pas une grosse somme de courage pour changer de palmier dans le sud. Tu sais, quand tu dis, OK, j'ai changé 4 fois de palmier cet après-midi, il ne faut pas dire que tu es un gars courageux. Donc, courage, c'est quand tu n'arraches, ça va mal, puis tu dis, tabarnouche, je vais passer au travail. C'est ça. Puis ça, cette image-là peut te rester dans la tête de dire, hey, je suis parti de là, puis je suis rendu là. Hein. C'est parce que j'ai reculé que j'ai prouvé quelque chose que j'étais capable de le refaire. Puis je vous parle de choses que j'ai vécues. Hein? De choses que j'ai vécues. C'est jamais facile. C'est jamais facile. Mais c'est ça le bout. C'est comme ça que tu avances. Hein? Moi, de janvier l'an passé, pas cette année, l'an passé, j'ai joué au tennis. Puis à mon âge, je ne devrais jamais jouer avec un plus jeune que toi. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que j'ai fait courir un peu le plus jeune, qui a dit après, « Pépé, prépare-toi, maintenant tu vas courir. » Puis je sais pas que j'avais ce matin-là, mais à 251 livres, j'avais des ailes. Là. Je courais à une maudite vitesse, hein, d'un bord puis de l'autre, ça y allait. Puis à un moment donné, je l'ai pogné d'un bord, puis là, j'ai couru pour la poignée de l'autre. Puis le problème, c'est que je courais plus vite que mes jambes, ils voulaient courir. Hein? Les freins manquaient. Puis vous autres, vous ne savez pas à quelle vitesse une clôture de tennis s'avance sur toi. Moi, je la voyais venir, la caisse de clôture, puis hein? Je n'ai pas sauté par-dessus, je suis rentré dedans. J'ai tout décompressé mon épaule. Complètement. Puis je me suis fait opérer, évidemment. Puis d'ailleurs, elle ne lève pas plus haut que ça, c'est pas grave. Alors, je me suis fait opérer, puis j'étais à la maison 3-4 jours après l'opération. Hein? J'étais après venu fou. Hein? Je pleurais. À un moment donné, je dis à ma femme, je dis, faut que je continue, faut que je donne une conférence quelque part, faut que je fasse quelque chose, on est fou. J'ai dit, j'ai quelque chose à Québec vendredi, je m'en vais à Québec vendredi. On va partir jeudi soir, je donne la conférence. La femme m'a dit, bon, on est peut-être venu de vérifier avec le médecin. J'ai dit, oui, on va vérifier avec le médecin. Alors, je suis allé voir le médecin à l'hôpital.
Puis j'ai dit, Doc, moi, je vais donner une conférence vendredi, ça peut-il marcher? Je vais aller en avion. Il dit, oui, c'est très bon, Jean-Marc. D'ailleurs, t'es mieux d'aller parce que tu vas peut-être faire une dépression. Tu souffres d'anémie à l'heure actuelle, on t'a pas donné de transfusion, tu as perdu beaucoup de sang, mais ça va revenir. Mais mets-toi une chaise à côté pendant que tu parles, en cas que tu tombes sans connaissance. Tu sais. Un gars encourageant, quoi, tu sais. Puis, il m'a encouragé. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais, ça y est. Alors, on part, Céline puis moi, pour l'avion le soir. On arrive à l'auberge des gouverneurs, prendre une chambre. Il faut vous dire que je dormais assis à ce moment-là. Tu dors pas bien assis. Le moindrement que je bougeais, ça faisait mal. C'était pas durable. Chez nous, je m'étais bâti un peu, mais c'est-à-dire, c'est Céline qui avait bâti ça, des espèces d'oreillers puis de sièges, puis ça se tenait un peu. Mais j'ai pas tout transporté ça à l'auberge. Quand je suis arrivé là, c'était pas le bon siège, c'était pas le bon oreiller, pas le bon coussin. Ah, c'était pas dormable. Il était après 5 heures du matin, me promenant dans la chambre de main, la main comme ça. Puis ça n'a pas de mot. Ma femme s'est dit, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai pas dormi, je dors pas. Ça marchera jamais, je sais jamais. Elle dit, comment ça? Je dis, gars, il est 5 heures le matin, puis je marche. Elle dit, puis, t'es toujours debout à 5 heures. Rien de différent là. Toujours réveillé à 5 heures, là? Ah ouais, habille-toi, là, on donne une conférence, on commence en 9 heures. Puis je me suis habillé, hein, j'ai fini à 10h30 ce soir. Quand je suis rentré dans la chambre, la main comme ça, je suis rentré dans la chambre en disant, sacrifice, c'est extraordinaire d'aller un peu plus loin. J'ai essayé quelque chose de plus. J'ai fait quelque chose de plus. Maintenant, je le sais, je suis meilleur que je pensais. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Puis ça vient à force d'essayer, puis d'enregistrer les fois que tu le fais. Mais comment veux-tu le faire? C'est à chaque fois que tu as un coup de pied, tu restes assis là. Tu n'iras jamais plus loin. Tout ce que tu vas te rappeler, c'est le coup de pied. Tu ne te rappelleras jamais le mouvement que tu as fait après. Puis malheureusement, c'est que ça. D'ailleurs, le gars qui te donne le coup de pied, vous avez réalisé qu'il peut vous rendre service? Il vous rend un mot de service, des fois. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Depuis le 15 novembre, on a un coup de pied. Ils nous ont rendu service à tout le Canada. Parce que ça a forcé un gars à l'autre bout du pays à dire tabarnak, pourquoi? Pourquoi un Grand Canada? Ça a forcé ça. Ça fait mal, par exemple, parce que ça remet tout en question, puis c'était tellement facile avant. Sans disant que ça existe, mais là, tout d'un coup, je me dis pourquoi? C'est fatigant, les questions de pourquoi. Hein? C'est fatigant. C'en est un coup de pied. Avez-vous vu le film de Sergio Leone, Mon nom est personne? Vous vous rappelez la petite fable? Hein? Formidable, petite fable-là. Extraordinaire. Hein? C'était un petit oiseau l'hiver qui se promenait dans le champ. Le petit oiseau fait pit, pit, pit. Il gelait le petit oiseau. Puis là, une grosse vache qui passe à côté, puis il voit le petit oiseau. Il dit, fais pitié, ce petit oiseau. Il jette. Pour le réchauffer, il lève la queue, puis lance une bouse extraordinaire sur le petit oiseau. Hein? Alors, le petit oiseau se retrouve tout en chaleur. Pit, pit, pit. Il est parfait. Mais il y a un coyote qui passe autour, puis qui entend ça. Mais il dit, mon Dieu Seigneur, ça passe. Pas l'habitude de faire de bruit. Pour moi, il y a quelque chose à l'intérieur. Hein? Il gratte un petit peu, il trouve l'oiseau. Il le lave, puis il le bouffe. La moralité de l'histoire, c'est le gars qui te met dans la merde. Il te veut peut-être du bien. C'est le gars qui t'en sort qui est dangereux. Puis peut-être le plus grand service qu'on pourrait rendre aux Québécois, c'est d'arrêter de les aider. Parce que peut-être qu'on leur rend un mauvais service. On se rend un mauvais service en enlevant ce sens des responsabilités. Et j'ai une phrase que j'emploie beaucoup dans le Québec. Le bon Dieu aide ceux qui veulent s'aider. Puis le gouvernement aide ceux qui ne veulent pas. C'est tough de dire à quelqu'un, démerde-toi. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que s'il comprend dans le bon sens, c'est formidable l'image qu'il va commencer à bâtir de lui. L'image de quelqu'un qui est capable de subvenir à ses moyens. Comment veux-tu apprécier des dents si c'est les autres qui les entretiennent? Comment apprécier ta santé si ça ne coûte rien quand tu es pété? C'est des questions de base, hein? Des questions fatigantes, mais dans le fond, c'est ça. C'est ça qu'on n'a pas à l'heure actuelle. On a perdu ce sens-là. Le sens de prendre nos choses en main, puis de là, de se faire une image de conquérant. On est devenus des gens perdants. Des gens perdants. On n'a pas l'image à l'intérieur de gagnant. Puis tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas te dépasser si au départ, tu ne pars pas avec une image de te voir dépasser. Et où je raconte quelque chose qui m'est arrivé, plusieurs années. Moi, j'ai suivi, avant la dernière diète, 17 diètes pour maigrir. Ben, un gars n'est pas pressé, quoi. Je maigris à mon rythme. Un gars maigrit tranquillement. Moi, je maigrissais bien tranquillement. Puis, au mois de mai, je préparais la campagne T'es capable pour les postes de télémédia.
Des petites capsules, tu es capable. Puis en les préparant, je me disais à un moment donné, Jean-Marc, il faudrait bien que tu fasses quelque chose de capable. Toi, avant de dire aux autres, tu es capable, fais quelque chose de capable. J'ai dit, ouais, pourquoi pas? Je vais suivre une diète. Moi, une maudite. Je me trouvais un doc, je suis allé suivre une diète. Puis là, je suis arrivé devant le doc, puis j'ai dit au doc, moi, doc, je souffre d'obésité. Il dit, t'as pas besoin de le dire, ça se voit. Pas mal. Il faisait 251 livres, hein? Bon. J'ai dit, par rapport à ça, c'est une drôle d'obésité. Je mange pas, puis je viens gros. Il dit, ça, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Parce qu'on a un cas dans l'histoire récente, dans les camps de concentration durant la guerre, il y a des gars qui n'ont pas mangé durant toute la guerre. Il n'y en a pas un qui est sorti gros. J'ai dit, qu'est-ce que ça? C'est intelligent, ce doc-là. J'ai dit, bon, ben, c'est ça. Mettons que je mange mal. J'ai dit, de toute façon, je veux maigrir. Il dit, oui, mais avant de maigrir, je vais te poser une question. Bon, ben, j'ai dit, pose-la, on va répondre. Je suis prêt à répondre n'importe quoi. Il dit, non, tu ne répondras pas tout de suite, tu vas y penser. Quand tu l'auras dans ta tête, viens me voir. Savez-vous ce que c'était la question? Une question extraordinaire. Te où-tu, petit? Savez-vous que c'est là le point de départ d'une diète? Savez-vous pourquoi 17 fois de suite j'ai essayé et j'ai jamais réussi? Ben oui, il n'y a pas petit. Aussitôt que je partais à maigrir, il y a un chum qui me rencontrait et me disait, qu'est-ce que t'as, Jean-Marc? T'as bien maigri, t'es faible, t'es malade? Je disais, qu'est-ce que ça commence à paraître? Je repartais à manger. Mais la journée où j'ai dit non, Jean-Marc, il va être petit, il va peser 190 livres comme jadis. Jean-Marc pèse 190 livres comme jadis. Il est revenu à ça. C'est une image à l'intérieur. C'est là. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que, te vois-tu gagnant? Tu ne peux pas devenir un gagnant, un winner. Tu ne peux pas avoir la soif de réussir et de dépasser si d'abord tu ne te vois pas. Si d'abord tu ne te vois pas en haut. C'est ça qui est extraordinaire. Puis ce qu'on ne réalise pas en plus, c'est quand les gens sont autour de gagnants. Maudit que c'est le fun. T'aimes pas ça, fréquenter des perdants? C'est pas le fun un party où tout le monde chiale, où tout le monde a perdu quelque chose, où tout le monde dit que moi, veux-tu, je te compte comment ça m'a été, moi? C'est pire que toi. Toi, c'est rien, t'as que ça, moi, c'est pire. C'est vrai. Puis malheureusement, on fréquente très souvent des gens comme ça. On fréquente des gens qui sont négatifs. Vous savez d'ailleurs l'histoire des deux indépendantistes dans le Québec. Je parlais. Il y en a un qui disait à l'autre, il dit quand on va être séparés, le Québec, vous mangez de la merde. L'autre, il dit, penses-tu qu'on va en avoir assez? Je vais vous montrer comment c'est pire. Puis malheureusement, on est rendu, c'est tellement pire les choses, t'as pas de fun. Ce qui est le fun, c'est de travailler avec des gagnants. Hein, ce qui est le fun, c'est de travailler avec des gagnants. Puis ce qu'il faudrait rebâtir dans notre société, c'est une société de gagnants. On pourrait-tu faire ça, une société de gagnants, tout le monde ensemble? Une société dans laquelle on se verrait gagnant d'abord. On se voit-tu arriver à une maturité, comme peuple, à une maturité d'un peuple qui prend ses choses en main, qui ne compte pas sur les autres, qui ne dit pas, ben, les multinationaux, c'est rien fait là. Le fait répéter. Les Japonais sont partis. Hein? Les Japonais, eux autres, ils ne comptent pas sur les autres. Ils comptent sur les Japonais. Hein? Puis il y en a une hospice de voyage au Japon, au juge. Hein? Ils sont tous là d'ailleurs, quasiment. Ils se tiennent tous là en gang. Hein? Mais il y en a un paquet. Mais eux autres, ils ont une image de gagnant. Nous autres, c'est ça qu'on n'a pas. Puis tu ne peux pas faire une image d'une collectivité gagnante sans que chacun des individus soit gagnant. Mettre tous des perdants ensemble, ça ne fera pas un gain, ça va faire une plus grosse part. Hein? Puis si nous autres, personnellement, réussir chez nous, réussir au Québec, c'est pas quelque chose d'une responsabilité personnelle, quelle que soit une partisanerie politique. Là, je ne parle pas de politique, je parle de toi. Si toi, tu ne gagnes pas, comment est-ce que tu veux que le reste gagne? Ça ne fera jamais des gagnants. Si on ne peut pas avoir à l'intérieur d'une famille une image de gagnant, c'est plus le fun. Puis la famille, d'ailleurs, n'est pas le fun. Regardez les familles qui se défont. Les familles qui se déconcrissent. Qu'est-ce qui arrive, en fait? C'est qu'il y a trop de perdants. Puis les responsables des perdants, les plus grands perdants sont qui? Ceux qui donnent plus l'image de perte, c'est malheureusement très souvent nous autres, le pays par la main. On n'a pas l'image, nous autres. Pourquoi? On ne s'est pas fait gagnant. On est né pour un petit pain. On n'est pas riche, on va être honnête. Puis t'as plus de fun. Puis t'as plus de fun à rester là. Les enfants s'en vont les uns après les autres, puis ils ne reviennent plus. Parce qu'ils disent, quand j'y vais, tabarnak, ça va, c'est mal. Toute l'affaire tombe à chaque fois qu'on rentre là. On va pas rentrer. Puis ils ont raison, dans le fond. C'est ça, une image de gagnant. On a chacun cette responsabilité-là.
Chacun est bâti autour de cette responsabilité-là. Puis il y a peut-être une histoire qu'on pourrait peut-être se donner en finissant. Une histoire extraordinaire, que j'ai inscrite dans le livre d'ailleurs, vous pourrez relire. C'est l'histoire de l'anthropologue américain. Un anthropologue américain qui a travaillé 14 mois en Amazonie à étudier les relations humaines dans les tribus primitives. Puis tout le long qu'il était là-bas, on y avait fourni une vieille femme qui servait de femme de ménage, de cuisinière, etc., qui le suivait. Cette femme-là connaissait très peu l'anglais et le français, savait ni lire ni écrire. Puis pourtant, pendant 14 mois, elle l'a suivi. Pendant 14 mois, elle l'a suivi pas à pas. C'était extraordinaire. Elle ne lâchait pas des poils. C'était pas des faces, elle était toujours autour. Hein? Le soir, il travaillait sur sa lampe à pétrole, elle était dans l'ombre, elle le regardait faire. Jamais un soir, elle s'est couchée avant lui. Au bout de 14 mois, quand le gars a décidé de revenir en Amérique, il a demandé au moins, pourquoi tu me regardes demain? Qu'est-ce que tu faisais à me regarder comme ça tous les soirs? Puis elle a dit cette phrase extraordinaire, en mauvais anglais, mais qui est formidable. Elle a dit, « I love me best when I'm with you. » Je m'aime plus quand je suis avec toi. Je me sens plus moi quand je suis avec toi. Mais c'est peut-être ça la vie. Comment peux-tu te sentir plus toi avec un perdant? Avec une perdante? Comment dans le Québec on va se sentir plus nous autres si on est tous des perdants? C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Ce soir, on est 1500 ici. 1500 gagnants. 1500 qui veulent gagner. On peut révolutionner la société si d'abord on fait la première révolution ici. La première révolution de dire, tabarnak, j'ai tout pour réussir. J'ai tout. J'ai le temps, j'ai la santé, tout est à portée de la main, tout peut marcher. J'ai tout. Puis je vois des gens qui reculent. Pourquoi ça? C'est ça gagnant. Puis c'est à ce moment-là qu'on pourra dire tout le monde ensemble, I love me best when I'm with you. C'est ça. C'est le point de départ, c'est le point d'arrivée. Puis moi, ce soir, en finissant, I love me best when I'm with you. Des gagnants! S'il y en a qui veulent me voir, je vais être au petit salon d'exposition ici à côté pour quelques minutes encore, peut-être signer quelques autographes ou échanger une poignée de main et dire « Bravo, on gagne ensemble ». Merci beaucoup.